Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonsoir à tous et bienvenue dans Covid Outcast. Molécules, microbes, virus. Dans cette émission malaisante, nous faisons le tour des maladies actuelles et des variantes cover. Nivrae, comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu nous présentes ce soir ? Eh ben super bien. Figure-toi, après la première et la deuxième, ce soir on parle 3e dose. Waouh, c'est chaud. Kétrus, c'est quoi ton actu ? Salut. Je vais faire une rubrique déco dans ma bulle. On va parler des fonds d'écran Teams pour s'évader et évader avec ses collègues. Ah, trop bien, un coup de vacances derrière son bureau. Voilà. Et toi, Jean, de quoi tu nous parles ce soir ? Ah bah, la grosse actu de la semaine, la ressortie aux States de l'AstraZeneca. Ah, On l'attendait, elle arrive. Ah, la folie ! Et bienvenue à toutes et à tous dans le 172e épisode de Comics Outcast. Bouya. Votre rendez-vous bimensuel sur l'actualité des comics et de l'humour chronical. Ouais, chronical, je sais, ça n'existe pas, mais c'est moi qui ose, je fais ce que je veux. Pas chronicable ? Je suis chronical, non ? Chronicable ? Chronicable. Chronicable aussi, c'était pas mal. Je suis Kétrus et j'aurai l'honneur de vous guider tout au long de cette émission où nous disséquerons ensemble des œuvres avec des dessins, oui, plein de dessins, du spandex et des phylactères. Mais évidemment, je ne suis pas tout seul pour ça, je suis entouré par 3 fantastiques chroniqueuses et chroniqueurs. Vous l'avez sûrement entendu dans le Défaussé, vous l'avez sûrement entendu dans 6388, vous l'avez sûrement entendu dans Whisperos et vous l'entendrez dans Comics Outcast. Bonjour Zef, comment vas-tu ? Salut, tu vas bien ? Je vais bien. Ah, de quoi trop, tu nous comment ça parles va aujourd'hui ? Ce soir, je vais vous parler de Cendre. Ah, sympa. La BD française ? Il y en a une ? Oui. Ah, je savais pas. Et est-ce que tu as des recos en ce moment ? Tu lis quelque chose à part Lost. Je lis pas Lost. Je Non, regarde c'est Lost. Je regarde Lost. Je Pourquoi ? regarde Star Wars Vision. J'ai regardé le premier épisode et comme je disais en off, j'avais plus assez de sopalin pour essuyer autour de moi après. D'accord. Chacun son trip. C'est ça et je joue à Magic. Vous jouez à Magic ? Parce qu'il faut jouer à Magic. C'est trop bien Magic. Et voilà. Et je lis Dune aussi. Du coup, je suis pas allé voir le film. Donc. T'attends de finir ? J'attends de finir et j'attends surtout que la hype retombe parce que ça me saoule d'entendre des gens dire ouais faut regarder Dune, c'est trop bien parce que du coup ça va être un film nul pour moi après. T'es pas un suiveur quoi. Je suis pas un mouton moi monsieur, je me jette pas de la falaise avec les autres, je le fais de mon côté. Ok. Et avec nous aussi notre mère pour tous, notre muse. Vous avez pu l'entendre dans Netflixer, vous avez pu l'entendre dans... Je sais plus d'ailleurs, je n'ai pas écrit les intros, vous avez Surtout remarqué. Netflixer. Surtout Netflixer. Bien sûr, c'est Nivrae, comment tu vas ? Oui, ça va très bien, merci. Est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Je vais parler de grand-mère sorcière. De grand-mère sorcière ? Ouais, Sympa. on dirait un petit film pour enfants. Ouais. Grand-mère sorcière. Et tu as quelque chose à nous recommander en ce moment, en lecture ou... C'est très compliqué. Il se trouve que le monde extérieur s'est réouvert à moi et que je comprends plus comment je faisais avant pour regarder des choses, jouer à des choses et lire des choses. J'ai l'impression que ça fait 1 mois que je n'ai rien fait. C'est incroyable. Parce Donc qu'en non, fait, t'as repris une vie j'ai sociale, ce rien. que tu sors, c'est ça ? Je vois des humains et du coup j'oublie de faire des choses culturelles. Mais c'est mieux quand même ou... Je sais pas. Je sais pas parce que Vague je me question. dis comment j'ai fait avant dans ma vie, genre avant qu'il y ait le Covid, tout ça. Comment je faisais pour gérer ? Je sais pas, je comprends plus. C'est ça. on J'ai se dû souvient perdre plus. mon truc qui faisait retourner le temps là dans Harry Potter, tu vois. Voilà, Carrément. triste. Et notre dernier chroniqueur, son origin story remonte à Comics Outcast 170. Et il a décidé d'ouvrir un nouvel arc et de nous rejoindre. J'ai nommé Jean Voca. Comment vas-tu ? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, il est content d'être là. Il est content d'être là. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Je vais vous présenter des consonnes et de la boucherie. Des conseils de boucherie, parfait. Et toi, tu sors un peu ou tu restes chez toi à regarder plein de choses En ce moment, je lis À la recherche du temps perdu de Proust. Ah oui, d'accord. Oh, putain. Niveau, ok. Ouais. Voilà. Et sinon, je relis Sandman aussi. Ah, Ah oui, Voilà. Ça me prend vaste un temps fou. entreprise. Oui, ça me prend un temps fou. Je prends des notes sur chaque issue parce que c'est tellement ouf. Enfin bon, bref. Ok, très bien. Eh bien, Comics Outcast 172, c'est parti. Et dans cette première partie de l'émission, nous allons aborder ce qu'on appelle les revues. Le système est simple, nos chroniqueurs et chroniqueuses choisissent un comics et chacun doit lire les 3 premiers issues et nous donner leur avis. On va commencer par Zef qui va nous présenter Ashes, sorti en juillet 2021 chez Magnetic Press, écrit par Jean-David Morvan et illustré par Ray Macuté. C'est à toi Zef. Ouais, exactement. En fait, j'ai pris
pas par hasard ce comics, mais je pense que j'expliquerai la raison de cette lecture après. Donc dans Ashes, en fait, on ouvre le comics sur un monde un peu apocalyptique, pardon. On a plusieurs personnes qui sont en train de se taper sur la gueule. Qui essaie. En fait, on sent qu'il y a une armée. Alors, je veux dire une armée, mais plus des personnes qui sont réunies, qui font un camp, qui essaient d'attaquer un autre camp, mais on ne sait pas encore pourquoi. Donc, il y a un côté très très barbare. On sent des gens qui sont habillés avec du matos de CRS. Il y a des gens qui ont des lances, des trucs comme ça. Donc, il y a un côté vraiment post-apo, mais pas nucléaire, on le voit très vite. Et parmi eux, il y a un mec qu'on appelle le patriarche, qui voit que ça baston, donc c'est lui qui mène l'attaque, n'est pas en train de gagner et qui sont un peu roulés dessus. Et donc il se dit, c'est un vieux bonhomme, voilà, c'est un gars très tiré, il a une longue barbe, on dirait presque Alan Moore, mais version comics, avec une grande... un grand chapeau, un peu comme un prêtre de l'époque, en fait, tu vois. C'est vraiment un grand truc. Et il s'arme et voilà, on lui dit non mais patriarche, tu peux pas y aller, c'est dangereux, t'es vieux, tu peux plus te battre et tout. Il me dit bah ça fait 129 ans que je me bats, je vais pas m'arrêter maintenant, quoi. Tu vois, ok mec, tu poses tes balls un peu quand même direct. Et donc le mec s'arme d'un couteau et d'une épée et il commence à remonter la ligne, à défoncer tout le monde un par un. Là, il monte à une échelle pour prendre le siège en place. Bam, il défonce tout le monde. Il arrive dans la cour. Il défonce encore 12 personnes. Les gens disent « Ah, c'est le patriarche, c'est lui. » Ils fuient devant lui et tout. Et là, il se retrouve devant un mec qui est surarmuré plutôt, qui se retrouve avec, je sais pas, il y a 12 épaisseurs de tout et n'importe quoi pour se protéger. Et il lui dit « Non, mais François... » Déjà ça choque, parce que c'est François. Ouais. François, arrête. François. C'est dangereux, tu ne peux pas, faut s'arrêter là, j'ai pas envie de me battre avec toi. Et le fameux François, donc le patriarche, lui dit non mais cette machine, il faut la détruire, tu comprends pas, c'est ça qui a amené l'apocalypse, c'est ça qui a amené la fin du monde, il faut la détruire. Il se rentre dessus, le patriarche gagne bien sûr, parce que il ressemble à Alan Moore, voilà. Et là il rentre dans une grotte, ou enfin une espèce de ferme, dans laquelle il y a une grosse machine qui est en fait un mélange de locomotive et de moissonneuse-batteuse, quoi, grosso modo. Et voilà, bon, le truc démarre, le patriarche tombe à terre, machin, et là je viens de vous résumer toute la première issue parce que ça s'arrête comme ça, il est à terre, dans la neige, et on sait pas ce qui se passe derrière. Stop, c'est la première issue. Et je trouve que le montage est très mal fait du coup, mais c'est un peu dommage. Deuxième issue, on commence, et là on est en 2052 à Marseille. La ville d'or, c'est marqué tel quel. Et en fait, on suit une nana qui rentre dans un immeuble magnifique et qui va se lancer dans la chanson, qui va signer avec un prod pour devenir une superstar. Et on trouve juste après en fait François, le fameux, parce que il y a aucun doute que ce soit lui qui est aussi dans cette ville et qui remonte. Non, pardon, elle est à Paris en fait. Elle est à Paris, ouais. C'est lui qui est à Marseille. Lui, il est à Marseille, il monte à Paris dans un train qui réunit Marseille-Paris genre en 30 minutes. 22. 22, j'allais dire 20 minutes, c'est pas loin ça. Et du coup, on comprend qu'il est lié à cette femme. Et quelque chose de grave va arriver parce que le producteur, on sent qu'il a un petit côté tu vas signer mon contrat. Le stéréotype, quoi. Ouais, c'est un peu stéréotypé de ouf. Et en vrai, je vais m'arrêter là pour le côté histoire parce que ça va très vite et on devine très vite ce qui va se passer. Mais du coup, c'est un truc que j'ai regretté au début en disant c'est comme ultra stéréotypé. On a un mec qui est très gentil, à qui va arriver des malheurs, une femme qu'il aime, à qui va arriver des malheurs, et un truc. En fait, non, je vais continuer l'histoire parce qu'il faut continuer l'histoire. Parce que sinon, on va pas pouvoir parler. Si t'as pas le truc. Le truc. Donc voilà. Donc grosso modo, lui, il doit être reçu dans une grande école. Elle dit au producteur hey, mon ami. Entre guillemets, et là machin et tout, il attend les résultats d'une grande école et je vais dîner avec lui ce soir. Le producteur lui dit non mais attends, moi je t'emmène en Australie, on va aller boire un coup là-bas, tu vas voir, annule avec ce mec. Entre temps le mec perd on s'en fout ça. Il voit qu'il est complètement dégagé de l'école à cause de ce producteur en question évidemment, et il va se venger parce qu'il sait qu'il va se passer quelque chose de mal avec le producteur et sa meuf en vrai. Et au moment où il va pour lui péter la gueule, blackout complet. Le monde s'arrête complètement. Enfin, l'électricité, c'est plutôt ça en fait. L'électricité s'arrête complètement partout sur la planète.
Tout tombe en vrac, les avions s'écrasent, les voitures volantes s'écrasent, les trains se rentrent dans les gares en tuant des milliers de personnes, bref, on s'en fout. L'idée, c'est que voilà, tout devient en fait un gros blackout sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ce qui va amener bien évidemment ramener à la première échoue à un moment, parce que en fait l'histoire va continuer dans ce blackout, et on va forcément à un moment revenir en fait en 129, enfin pas 129 ans plus tard, mais grosso modo retrouver le patriarche à un moment qui va arriver à cette baston et le pourquoi il veut se battre contre cette moissonneuse batteuse. Donc, je disais extrêmement stéréotypé comme truc. Même la construction des issues, en fait, est complètement stéréotypée parce qu'on est très sur le présent, puis le passé, puis quelque chose qui arrive, qui va amener à notre présent, qui est très dystopique. Les personnages ultra stéréotypés pour l'instant, qui a vraiment... En vrai, dès que j'ai lu les 4 premières lignes du mec et de la nana, je me dis, ok, ils sont forcément ensemble. Le producteur, on voit sur sa gueule qu'il a marqué gros connard dessus. Tout ça, et en fait tout ça c'est accessoire à ce qui va arriver sur le blackout. Mais en fait cet issue c'est une mise en comics d'un livre qui s'appelle donc Barjavel, Ravage de Barjavel plutôt, qui raconte exactement ça en fait, un monde post-apocalyptique où l'électricité s'est arrêtée du jour au lendemain sans aucune raison et qui amène en fait comment les gens en 2052 ont commencé à devoir survivre vers un monde post-apo. Livre que je n'ai absolument pas lu, mais dont on m'a parlé 1000 fois dans ma prime jeunesse au collège, au lycée et ainsi de suite. Et en vrai, quand j'ai vu le comic, je me suis dit, hey, qu'est-ce que ça peut donner ? En vrai, j'ai pas été, en lisant le résumé du livre, et toi, Jean, je crois que tu as lu le bouquin, et toi aussi, vrai ? Ouais. Du coup, vous allez pouvoir me dire, parce que moi, j'avais l'impression, du coup, je me suis dit, ok, c'est un vieux bouquin, j'ai plus les dates en tête, mais il doit pas être tout 1943, je crois. Voilà, 43. Donc je me dis, à l'époque, le côté post-apo et archétype du truc était plutôt logique dans la narration, parce que c'était encore les prémices de ce genre. Je crois que c'est même un des premiers bouquins qui a posé le genre en fait, de post-apocalyptique, du moins en France. Et du coup, je pardonne un peu l'écriture, parce que c'est vraiment une transcription pure et dure. Alors vous allez me dire si apparemment ça respecte pas trop certains passages, pour le moment. Mais j'étais assez... agréablement surpris en fait du truc. Du coup, je vais probablement continuer pour me rendre compte de ce que ça donne. Et en regardant la bibliographie de l'auteur, je me suis rendu compte qu'il a aussi adapté L'Arrache-Cœur de Boris Vian, chose que j'ai très envie de lire aujourd'hui en vrai, parce que L'Arrache-Cœur était un bouquin que j'ai lu quand j'étais au collège, j'avais vraiment kiffé. Et L'écume des jours aussi, donc voilà. Ça fait quand même deux trucs qui sont assez trucs. Donc je me dis peut-être que le mec il a un truc pour translater vers adapter, du comics. Oh, arrête. Vers du comics. Je dis que j'ai envie de lui donner sa chance. Sa chance, ouais, merci. Et du coup, tu l'avais choisi parce que tu savais que c'était une adaptation d'un roman de Barjavel. Ouais, en fait, je l'ai vu passer. J'ai vu passer à chaque fois, je voyais noter effectivement adaptation du roman de Ravage. Et je me disais, tiens, Ravage, ça me parle, c'est quoi ? Je suis allé voir je me rappelais que c'était le bouquin. Je me dis, bon, du coup, j'ai envie de lire ça. Et en vrai, j'ai passé pas un mauvais moment en soi, quoi, même s'il est très stéréotypé comme truc. Mais voilà. Ok. Et donc, tu disais que la trame, elle était un peu bateau, stéréotypée, et que même tu parlais d'un découpage plutôt maladroit. Ouais. Mais est-ce que l'univers qu'il te présente rattrape un peu tout ça ? C'est-à-dire que tu arrives quand même à te faire hyper un peu par l'ambiance, par ce qui se passe. En etc. vrai, on a très peu de passages. En tout début de deuxième issue, en fait, on a des passages qui montrent un peu la ville, comment elle a évolué au fur et à mesure du temps. Je suis pas sûr que ce soit pas un truc qui est sorti du bouquin directement, ou c'est la description du bouquin qui en ressort vraiment, ou si c'est la vision de l'auteur, enfin de l'auteur vraiment là-dedans, qui se dit ok, comment ça aurait pu vraiment évoluer à partir de maintenant notre temps, c'est-à-dire dans les 30 prochaines années. Voilà, il y a de la viande qui est reconstruite artificiellement. Il y a un côté très, tout est super rapide. Voilà, le TG, le train à grande vitesse futuriste qui fait 20 minutes entre Paris et Marseille. Tout est décuplé en fait par logique, mais du coup j'ai l'impression que c'est plus l'auteur qui a mis ce parallèle en place, et que lui s'en sert juste pour poser une ambiance qui est pas vraiment qui sert pas grand chose en fait, puisqu'en vrai on comprend que tout est décuplé partout, parce qu'on est vraiment dans un futur
très beau en fait. On a dans un futur en tout cas, ce qui nous présente, c'est un futur qui a réussi. Les villes sont superbes, elles sont propres, les designs sont très ronds. On est très dans un futuriste vu dans les années 60 un peu, tu vois, Ouais. d'un côté très rond, très joli, très propre, très lumineux. Tous les bâtiments sont blancs. C'est absolument, vraiment, c'est utopique en fait comme ambiance, aussi bien à Marseille, et on parle de Marseille, que Paris, et on parle de Paris. Tu vois, je dirais dans l'idée. Du coup, c'est vraiment la civilisation qui a évolué dans le bon sens et qui a vraiment réussi à tout faire bien en fait. Et du coup à même garder des quantités de production de nourriture pour tout le monde. En tout cas dans les grandes villes ça a l'air de bien se passer, mais encore une fois comme on devine que ça arrivait avec du post-apo, c'est juste pour montrer en fait l'écart qu'il va avoir entre les deux mondes, entre tout est magnifique et à un moment quelque chose va basculer, tout ouais. casser en fait, et on va basculer vers l'enfer des gens en général, quoi. Ok. Voilà. Du coup, en fait, j'ai très envie de savoir. Ouais, parce que Jean, tu as amené le bouquin, c'est ça? Oui. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, donc le bouquin, je l'ai lu il y a longtemps, donc c'est un bouquin que j'avais beaucoup aimé. Après, je peux pas dire que je m'en rappelle de façon suffisamment précise pour avoir des problèmes d'adaptation, mais j'ai eu des problèmes dans ce que j'ai lu. Je sais pas si c'était déjà dans le bouquin ou si c'est au niveau de l'adaptation. Il a fait un choix, ça par contre je me rappelle très bien, c'est que ce qu'il nous présente au tout début dans le comics, en fait, dans le livre, c'est à la fin. Oui. Il D'accord. fait Ouais, le choix, le choix de revenir, nous présenter déjà quand il est vieux, alors que dans le bouquin, on commence sur la ville magnifique, la rencontre avec et quand il va retrouver son ami, et puis le blackout. D'accord. Tu parles de la scène où il finit dans la neige, c'est ça? Ouais, Voilà. apparemment, donc, la scène où Mosaou sur du post-apo, en fait, ça n'existe pas du Ouais. tout. Dans Ouais, le cas, en tout cas, elle elle est pas est à la placée fin. là. Elle est pas Tout à placée la là. fin, voilà, ouais. c'est plutôt ça. Elle est placée à la fin. Et du coup, moi, au début, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et après, dans un deuxième temps, ça m'a posé problème dans l'arc à venir du personnage Ouais, bien principal sûr. de François, parce que le patriarche, clairement, il en veut, il le dit, il le dit clairement dans la première issue, il en veut aux machines. Ouais, pour bien lui, sûr. c'est C'est la technologie c'est qui a la tout foiré, technologie qui a tout foiré, et c'est le fait d'être dépendant à cette technologie qui fait que tout a foiré, et donc il faut surtout pas repartir vers ça. Et donc, on repart en flashback, on se dit, on va découvrir comment le gars on est arrivé là, très bien. Sauf qu'on trouve un gars qui est déjà comme ça. C'est-à-dire que dans le mode moderne, lui, il est déjà en mode, la technologie, c'est nul, c'est pas il aime bien, pas ça, et c'est plus même dans rien le faire. train, il est pas à l'aise. Même dans le train, il est pas à l'aise. Donc du coup, je me dis, qu'est-ce qui va se passer en termes d'évolution de personnage, puisqu'il est déjà comme ça avant. Donc à quoi ça servait finalement de nous faire un flashback pour nous raconter comment il devient, puisque finalement il a pas changé. Et puis il est assez, et du coup il est même assez insupportable, quoi. Tellement il est. Moi je l'ai trouvé antipathique. Et je me souviens que dans le bouquin, il y a une scène au milieu du bouquin où il commet un acte extrêmement violent encore maintenant, je suis choqué de la scène. Mais justement, je pense que j'avais été très choqué de la scène parce que au début, je l'appréciais, le gars. D'accord. Et que tout d'un coup, il glisse un peu et tu te dis, bon, puis tu te questionnes, est-ce qu'il a eu raison de faire ça ou pas, machin, etc. Là, dès le début, je le trouve un peu insupportable. Et donc voilà, moi c'est surtout ça qui m'a gêné, quoi. Il fait un peu archétype chevalier blanc qui se bat déjà contre quelque chose qui est déjà un problème pour lui mais qui n'est pas vraiment dans le monde. Et puis bon, il y a un moment qui est quand même complètement mal foutu, c'est quand il y a le blackout et qu'il retrouve le producteur, ils partent sur un débat philosophique sur la technologie, les machines, et vous voulez qu'on reste à l'âge de pierre, etc. Ça fait 2 secondes que le monde vient de s'écrouler, et les mecs font un débat philosophique. Tu sens qu'il a envie il a envie de résumer un truc qui va devenir important, mais il a pas le temps de le faire ailleurs, en fait. J'ai l'impression de le placer au hasard. Donc voilà, donc visuellement j'ai trouvé ça plutôt beau, même si c'est un petit côté effectivement, comme tu disais, rétro. Il y a un bon travail quand même d'avoir choisi de faire un futur qui n'est pas le futur de 1943, qui est plus le futur de maintenant. Et je trouve qu'il y a quand même, je veux dire, on a des tablettes, on a dans le livre, il parle pas tellement de voitures volantes, mais il parle de petits avions ou de petits hélicoptères. Là, on a des voitures qui font plus les voitures de maintenant, qui sont plus des drones améliorés, etc. Donc ça, j'ai trouvé bien. Mais oui, dans la façon dont l'histoire est racontée, ça m'a laissé un peu perplexe. Ouais, mais du coup, voilà, effectivement, ce premier issue qui dévoile un peu ce que ça va être. J'ai l'impression, en fait, il a voulu frapper fort dès le début sur un côté visuel post-apo qui est assez cool, en vrai. Et une raison à nous faire monter tout ça, et l'expliquer après. Parce que je suis pas sûr qu'en vrai, commencer avec la première issue et juste avoir un côté brillant pour arriver sur le choc du blackout,
est-ce que ça aurait marché aussi bien que d'avoir un truc je suis d'accord, dans la narration actuelle, c'est beaucoup plus efficace, on fait ça, on voit ça tout le temps et c'est vachement bien de commencer, mais du coup, ce qui m'interroge, c'est l'évolution du personnage. Et toi, Hélène, donc tu l'as lu, c'est ça? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne adaptation? Alors, c'est marrant parce que quand j'ai lu la première issue, j'avais pas vu la page de l'adaptation Barjavel. Et quand je suis arrivée à la fin de la première, donc à la fin de la première, t'as quand même t'as quelques cases qui sont dans le futur. T'as quand même une introduction en fait à Marseille. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bizarre, ça me rappelle un truc. Mais tu sais, dans ma tête, ça me disait, ça me rappelle quelque chose. Du coup, quand j'ai commencé la deuxième, là, le Barjavel m'a sauté aux yeux direct. J'ai fait, ah oui, mais d'accord, ok. Et donc moi, Ravage, ça a été un bouquin qui m'a énormément marqué. J'ai eu une grosse période au collège où je lisais beaucoup de Barjavel. Super prof de français qui m'avait très bien conseillé en lecture. Et comment dire, en ayant après en tête que c'était l'adaptation de Barjavel, j'ai eu beaucoup de mal à lire la suite. Alors pourtant, j'ai été jusqu'à la 5e issue qui est sortie, mais c'est pas le livre que j'ai lu, c'est pas les souvenirs que j'en ai, et c'est pas un problème de dessin ni quoi que ce soit, mais c'est pour moi les personnages, c'est pas ceux-là. Le garçon, comme tu dis, c'est pas, enfin tu vois, pas à un seul moment il m'attache, il y a pas le charisme ou l'intérêt du personnage, il est pas là. Pareil, le personnage féminin, je le trouve écrasé, beaucoup moins important que ce qu'il est dans le livre. Et plus tu avances dans l'histoire et plus ça dérive sur des trucs qui étaient pas là au départ. Alors je pense que c'est une espèce de relecture un peu moderne, ce que je peux comprendre parce que le futur de l'époque quand ça a été écrit, c'était pas le futur qui est possible maintenant. Mais pour moi, les messages de Barjavel à l'époque étaient différents et là c'est plus le même sujet. Et du coup, c'est vrai qu'arrivé à la 3e issue, c'est pour moi très compliqué d'avoir un intérêt pour l'histoire. En plus, on te spoil plus ou moins qu'il va survivre et aller jusqu'au bout, il sera le super chef et le monde va exploser, ça va revenir à limite l'époque médiévale, quoi. Mais ouais, je sais pas. Je pense qu'ils ont fait quelques choix un peu maladroits sur la manière de faire leur scénario. Ils ont peut-être rajouté des choses dont il n'y avait pas besoin par rapport à ce qui était fait dans le bouquin. C'était quand même fait de manière plus maligne, je trouve, le scénario et puis la relation entre les personnages. Et du coup, ouais, j'ai pas adhéré, mais je sais pas. Si on m'avait pas dit tout de suite que c'était une adaptation de Barjavel, ça serait peut-être mieux passé. Mais là, en connaissant en fait l'œuvre d'origine, c'est beaucoup plus dur. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, vas-y. Moi, j'ai bien aimé en fait à lire le truc. Et en fait, je suis curieux de voir comment ça va évoluer en vrai. Parce que je me suis arrêté au 3e pour jouer le jeu. Mais je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer. Je sais même pas s'il y a un nombre de chapitres déjà fini ou pas. En fait, j'ai pas regardé. Ouais, alors il y a Guillaume qui du coup sur le Discord a vu qu'en fait il est sorti en français en 2016. Ils l'ont sorti en 3 tomes chez Glénat, sous le nom Ravage. Et donc 2016, je crois, 2018 et 2021. Le 3e et la fin est sorti en mars. Ah, marrant, ok. Et du coup, sous le titre Ravage, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'avait pas tilté. Ah, d'accord, ok. Merci. Donc plutôt des avis mitigés. Ouais, en fait, si j'ai bien compris, vous conseillez de lire Ravage de Barjavel. Plutôt, oui, absolument. Mais pas l'adaptation de Morvan en BD, quoi. Je pense que l'adaptation, elle te choque moins si tu connais pas le bouquin, mais si tu connais le bouquin, c'est très compliqué. Ouais, c'est plus dur. Ok, bah merci. Donc c'était Ashes chez Magnetic Press, donc la version américaine, et donc Ravage chez Glénat, tu disais en 3 tomes, et sinon en poche, Barjavel, Ravage, on trouve un peu partout. Chez Folio, Et lire tous les Barjavel. Ok, merci Zef. Bah merci à toi. Écoute, j'ai jamais lu de Barjavel, je me dis. J'ai honte en fait. Ouais, La Nuit des Temps. La Nuit des Temps. Moi, oui, complètement. Ma prof m'a filé La Nuit des Temps et j'ai fait ok, c'est genre juste révélation pour moi. Et on va passer à la 2e revue, Mamo, chez Boom Studio, qui est sorti en juillet 2021 également. Donc, il est scénariste et artiste dessus, c'est Sas Milledge. Sas Milledge. Ouais. Et c'est Nivray qui va nous en parler. Oui, Sas Milledge qui a fait les illustrations sur le one-shot The Lost Carnival de le Dick Grayson. Qui est sorti, je crois, l'année dernière ou cette année ? Cette année, je crois. Ouais, cette année. C'est du coup une autrice et illustratrice australienne. Et là, du coup, sur le comics, elle fait les deux. Alors pour l'instant, il y a 3 issues qui sont sortis, mais c'est des maxi-issues, donc 40-50 pages à peu près. Et il y en aura 5 en tout. Donc plutôt une histoire courte, mais tu dis que 40-50 pages, Fatos finalement, ça, c'est fat, quoi. Donc du coup, les 3 premières, ça fait un peu plus que ce qu'on lit d'habitude, mais c'est pas bien grave. Alors, on est du coup dans un univers graphique un peu
à destination, je dirais, d'ados, mais on a l'habitude avec Boom, puisque c'est un peu leur cible principale. Donc on a une jeune fille qui s'appelle Jo, qui part à travers les collines avec son vélo pour essayer de trouver une sorcière, parce que sa maman est malade, mais c'est pas genre une maladie, elle a été, on sait pas trop, maudite, il s'est passé quelque chose. Et elle va tomber du coup sur une autre jeune fille qui s'appelle Orla, qui est une jeune sorcière qui a déjà vécu dans la ville de Jo quand elle était petite. Elle vivait à l'époque avec sa grand-mère, qui était la sorcière du village. Donc Mamo, en l'occurrence, cette sorcière qui est décédée il n'y a pas si longtemps. Et du coup, Orla revient en ville parce qu'il va y avoir quelque chose à faire. Et donc elle accompagne Jo pour aller voir sa maman et comprendre ce qui se passe dans la ville, puisque Jo lui raconte que c'est comme si les fées, les trolls, toutes les choses un peu fantastiques étaient un peu excitées depuis la disparition de la sorcière et faisaient n'importe quoi, donc faire pousser des arbres un peu partout, faire repousser les poissons, attaquer les pêcheurs, enfin il y a plein de choses qui se passent. Et du coup, Orla et Jo vont découvrir qu'effectivement la grand-mère sorcière est décédée et ses os ont été éparpillés. C'est pas bon pour une sorcière. Et donc elles vont partir à l'aventure pour récupérer les os et offrir une sépulture correcte à Mamo. Et en chemin aussi rencontrer toutes les créatures mystiques et magiques, des petits trolls avec leurs petits cailloux, des fées qui bouffent ton doigt pour avoir du sang et tout. Des trucs qui pourraient être creepy mais qui sont vachement mignons parce qu'en fait le dessin et les illustrations sont hyper mignons et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai accroché mais directement, mais dès la cover, hein, ça fait partie des comics que j'ai choisi facilement à la cover parce que c'est des dessins qui sont doux avec des couleurs pastel, des formes rondes mais pourtant très détaillées. Quand tu regardes les vêtements, t'as du mouvement, il y a quelque chose à chaque fois, c'est très très beau et t'as un sous-texte qui est aussi hyper positif. Boom fait de plus en plus ça dans ses collections. On va parler de famille, on va parler d'héritage, mais on va parler aussi de nature, d'acceptation. Enfin, il y a vraiment un truc autour aussi du partage, le respect. Enfin, c'est genre vraiment des beaux thèmes, des beaux sujets. Et ça me fait plaisir de voir toutes ces choses arriver chez Boom. Je me dis qu'en plus, c'est des choses qu'on verra en France parce qu'on a des éditeurs français de BD justement pour enfants et ados qui raffolent de ce genre de choses. Donc, un petit Kinaï comme ça. Non, mais c'est clair. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est tellement pour Kinaï. Ah, mais ouais, bien sûr. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est très doux. Alors, on est très loin du prochain comics qui va être chroniqué. Mais je sais pas, ça fait une espèce de parenthèse hyper agréable et dans le visuel et dans l'histoire. Ça me fait. C'est du Miyazaki à l'américaine Ouais, ça fait un peu ça. Ouais. Alors, elle est australienne, mais bon, on va dire l'américaine parce que Boom est américain, tu vois, c'est un peu. Et t'avais lu d'autres choses d'elle Du coup, à part le Dick Grayson, mais elle faisait que les dessins. Elle faisait pas le partie scénario. Et elle fait couleur aussi, là. Oui. D'accord. Ouais, dessin couleur. Ouais, très très oui. Zef, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors. Est-ce que ça a touché ton petit cœur ? Dis-moi que ça touche. J'ai pas de cœur, c'est pas possible. En fait, j'ai eu un mal fou à rentrer dans le visuel. En fait, il y a des passages. Visuellement, les dessins, visages, corps sont un peu bizarres pour moi. Je trouve. Ouais, un peu inspiré manga en fait. Enfin, je pense que c'est peut-être de ça qui te bloque. Ouais, je sais pas. Je trouve qu'il y a des problèmes de proportion parfois qui me semblent ultra bizarres. Un peu. Oh, t'es dur là. Je remonte loin. T'es ultra dur là. Et du coup, ça m'a fait. J'ai eu du mal à rentrer dans le côté assez simpliste de la base de l'histoire, tu vois, en mode tu viens aider ma maman ? Non, j'ai pas envie. Allez, viens m'aider. Bon, bah d'accord, je viens. En mode c'est un peu simple. Mais en vrai, arrivé au milieu du premier bouquin, je vais appeler ça un bouquin, j'étais complètement absorbé en fait. Et je vais balancer des références, je vais me faire taper par plein de monde, mais je m'en bats les couilles. En fait, j'ai beaucoup pensé à Hilda en lisant ça. Oui. La série Netflix par laquelle j'ai un amour absolument fou. Et j'ai trouvé ça trop mignon pour ça en fait. Il y a vraiment, en fait, tu retrouves vraiment ce côté petite légende, petite dans le sens qui prennent pas énormément d'importance dans le monde, mais qui sont quand même vivantes autour de toi et dans lequel tu partages le monde avec.
et je trouve ça ultra mignon en fait comme truc. Ça donne vraiment cette sensation de dire que tout être vivant a le droit d'être là avec toi. Tu vois, quand ils prennent le temps de reconstruire la maison des trolls, tout comme ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux, en fait, comme petit moment, tout en discutant et en parlant d'elle, en partageant leur intimité. Moi, ça m'a touché de ouf. Et j'ai un côté aussi un peu Hellboy, mine de rien. Pardon. Pas du tout Hellboy, je confonds Hellblazer, pardon. Là-dessus, parce que t'as le côté en fait, un peu enquête de trucs paranormaux qui sont présents, donc qui n'ont pas la gravité qu'on peut avoir dans Hellblazer, mais qui sont quand même présents sur le côté je raconte la légende qui va avec et je la résous avec. Donc je trouve la solution en me rappelant comment la légende fonctionne et du coup je trouvais ça assez intense sur des petits moments. Ça prend pas, encore une fois, il y a zéro proportion, l'enjeu du village qui est quand même maudit, on le sent pas des masses. Tout le monde le dit, mais tout le monde vit quand même là-dedans. En fait, t'as juste, tu vois que la nature a un peu repris sur le logement. Oui, c'est pas genre maudit hyper dramatique. Ouais, mais sinon il serait parti, effectivement. Moi, j'ai trouvé ça bien dans le sens où ça met pas une pression de malade sur la résolution de l'histoire, parce qu'en fait, moi je l'ai pris comme ça. Je trouve que de savoir où ça mène et savoir qu'elles vont arriver à le faire, hein, tu le sais en fait. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... il n'y a pas de contrainte énorme en fait de la part de l'histoire. Il y a juste la façon dont elles apprennent à vivre ensemble et comment les gens vivent avec la nature à côté d'eux. Et ok, la nature reprend ses droits et t'as envie de dire que tout le monde le vit comme tel en disant c'est normal, tu vois, on vit avec elle, on profite d'elle, donc c'est normal que si ça se passe comme ça, on continuera comme ça en fait. C'est très, il y a un côté très fataliste dessus, mais en fait pas tant que ça en fait. T'as l'impression que c'est vraiment naturel, que c'est un équilibre complet. Et du coup, j'ai trouvé ça super agréable à lire, le passage avec le père où il invite la sorcière à manger et tout machin. T'as un côté très enthousiasmant, très d'acceptance qui est assez fort. Moi, ça m'a. Alors, j'ai pas versé ma larme, mais en vrai, j'ai passé un très 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 bon moment à lire ça. Et quand je suis sorti des 3 premiers tomes, j'étais en mode putain, c'est bien en fait. J'étais bien. Il y avait un côté très calme. J'étais calmé. J'étais assez. Enfin voilà, je passais un très bon moment et il n'y a pas d'enjeu, mais ça suffisait. Et franchement, je trouve que le dialogue, il est cool. Il n'est pas ciselé. Bon, il y a des petits moments de latence ou un peu de redondance quelquefois, mais c'est très généreux, en fait. Sur le côté dialogue, il y a quand même aussi... C'est un peu bon... c'est du bonbon rose, quoi. T'as envie de... C'est gentil tout le temps. Il y a pas un mot plus haut que l'autre. Mais c'est agréable à lire, en fait. Je sais pas... Si on s'attend à un truc très, très fort en magie, non, faut pas. Si on s'attend à un truc très aventure, non, faut pas. C'est vraiment une histoire d'amitié et quasi d'amour, en fait, entre deux personnes qui se rencontrent. Alors, j'ai dit d'amour sans penser qu'il va se passer un truc, mais voilà, c'est vraiment la naissance d'un lien fort entre deux personnes qui, à la base, n'ont rien en commun, en fait. Tu vois. Et moi, je trouvais ça trop bien. Voilà. Et toi, Jean, c'est que ça t'a apaisé aussi? Ah là là, j'aime pas dire du mal. Bon. Passe tout de suite à là où tu diras du bien, du coup. Ce qui est le prélude à dire des horreurs. Moi, je suis passé complètement à côté. Ouais. Et j'en suis navré, vu que ça a touché même le petit cœur de Zef. J'ai un grand cœur. Je pourrais redire presque tout ce que tu as mentionné, sauf que pour moi, c'est pas des points positifs. Je me suis ennuyé, en fait. Je me suis terriblement ennuyé. C'est beau, j'ai trouvé ça beau. J'ai eu un petit problème dans les dessins, parce que je trouvais que le personnage de Orla, elle est dessinée comme dans un manga, et puis le personnage de Joe est dessiné comme un livre pour enfants européen, et du coup les deux se mélangent pas, et ça me perturbe complètement. Mais sinon, c'est beau. Mais si au bout d'un moment, justement, le village il est maudit, mais on le sent pas du tout. Elle se promène et elle déroule des kilomètres de ce qui moi m'apparaît comme des kilomètres de présentation, quoi, d'explication, d'exposition. Sans que l'histoire avance vraiment. Et donc, j'ai malheureusement un peu souffert. Je m'ennuyais gentiment. Et finalement, il se passe un truc vers la fin de la 3e issue où là, je fais là, ils m'ont surpris. Là, je fais attends, il y a un truc que j'ai pas capté et qui m'a hypé. Et à ce moment-là, je réalise qu'en fait, le truc est en 5. Et je me dis, c'est en 5 et c'est au dernier tiers du 3 que enfin j'ai mon intérêt qui se réveille. C'est un peu tard. Mais ouais, je
je trouve ça beau, mais je suis passé à côté. Je Mais- me suis malheureusement ennuyé. Est-ce que c'est pas l'apanage des œuvres comme ça qui sont un peu contemplatives, un peu lentes? Si t'arrives pas à rentrer dans ce rythme-là, un peu lent et un peu petit chocolat chaud ou Et bonbon, c'est comme tu c'est disais. ça. En fait, c'est une œuvre Est-ce que qui est ça aussi t'ennuie dédiée à un public plus jeune. Oui, et sans c'est doute. toujours. Enfin, moi, je suis vraiment habituée à ce genre de littérature, que ce soit en roman ou en BD ou comics. Donc, je suis plus ouverte à ça. Et c'est vrai que je pense que c'est une habitude aussi que j'ai. Mhm. Et quand t'es. Après, je sais pas dans quel ordre t'as lu les comics, mais ça peut faire un choc aussi. Enfin, Faut jouer. tu vois, t'es sur un truc qui est très calme, très posé, où effectivement, comme disait Zef, il n'y a pas un espèce de challenge incroyable de fou, genre un grand méchant. Enfin, c'est vite résolu et ça passe. Enfin, tu te rends compte que je sais pas, que l'aventure va pas être hyper difficile, quoi. Oui. Et donc, Mais je peut-être sais pas, que parce c'est que ce manque de. puisque quand même, ça fait penser à Miyazaki. Oui, c'est vrai. bien sûr. Mais du coup, ça m'embête parce que du coup, ça me fait penser à Miyazaki, mais en moins bien. Oui, je mais effectivement, quelque chose comme Mon voisin Totoro, il n'y a pas des enjeux de fou. Je suis Oui. rentré dedans Oui. complètement. Et là, je ne sais pas pourquoi elles m'ont pas embarqué. Quoi. Mm. Je suis resté extérieur. Il y a un petit côté à I Kill Giants aussi, je trouve, dans un tout petit côté. En fait, Ouais. j'ai retrouvé un peu la sensation que j'avais eue quand j'avais lu I Kill Giants là-dessus. En fait, le côté familial, le côté fort, les émotions fortes qu'on peut avoir dans sa famille ou truc comme ça. Je sais pas, il y avait un petit. Moi, ça me l'a rappelé. Du coup, ça m'a redonné envie de le lire. Donc bon, c'est. J'avais dit que je balançais des trucs, des liens, alors j'allais me faire taper dessus. Hein, référence un peu, ouais. Vraiment, c'est ce qui m'a Ouais. santé, quoi. Donc du coup, plutôt Zef et Nivray, vous allez Ouais. continuer. Ouais. Ah, Ah oui. Et Jean-Antoine. A priori, non. de ouf. Hein. Et j'espère que Kinaï le sortira en VF. Je pense franchement qu'on peut parier dessus. Ouais, bah il y a moyen. y a moyen. C'est quasi sûr. Mm. Ok, merci Nivray. C'était Mamo chez Boom Studio, donc en 5 issues, c'est ça? Ouais. 5 gros. Qui devrait bientôt finir, du coup. Ça a commencé en juillet, donc novembre. Ok, on va passer à la prochaine revue. Donc, chez Boom Studio, qui est sorti en mars 2021, écrit par Matt Kind, j'arrive jamais à le prononcer, et surtout Keanu Reeves, et illustré par Ron Gamet. Vas-y, Jean. Donc, alors c'est censé, c'est Berserk en fait. Oui, Berserk. Mais ils ont Ouais, choisi. bien sûr, si tu le voilà. prononces bien, c'est Ils marrant. ont Sans choisi, les E. voilà, ils ont mis que les consonnes. J'ai choisi ce comics pour Keanu Reeves, Bien sûr. complètement, pour qui j'ai un capital sympathie de ouf. Et alors il est souvent moqué parce que soi-disant il aurait qu'une seule expression. J'ai envie de dire, et alors, hein, il a fait le choix de se spécialiser. Il a le droit. Hein, dans la comédia dell'arte ou dans le théâtre no japonais, il y a des acteurs qui travaillent un seul personnage toute leur vie jusqu'à le maîtriser à la perfection. Lui, il a choisi le masque neutre, il a le droit. Et voilà, mine de rien, il a promené son masque neutre dans quelques œuvres cultes. Il a quand même, il a arrêté le gang des présidents, il a sauvé les passagers d'un bus fou, il a réconcilié les hommes et les machines, et il a fait un génocide pour venger son chien. C'est quand même pas mal. Il y a vraiment des Un gens beau qui disent du palmarès. mal de Keanu Reeves. Ouais, Ça existe, Ouais, ça, il je y pense. en c'est a des gens qui qui se ont pas moquent de d'âme. son côté un peu mou et détaché du monde, tu vois. Alors que c'est sûrement l'un des plus gentils de ce Gentils du monde. monde. Et les Ouais. plus attentionnés. Mm. Rappelons qu'il fait très attention aux gens quand il fait les photos, il ne les touche pas pour pas gêner. Il est incroyable. Dans 2 ans, on verra qu'il est pédophile. Mais non, pas qu'il- Continue. Et donc, il s'est adjoint l'aide, il est crédité comme créateur de Berserk, mais il le co-écrit avec Matt Kindt, qu'on connaît pour Depth H et pour Mind MGNT. Si vous l'avez pas lu, lisez ça. Man Management. Ron Garnet, qui est un vieux routier qui a fait 1000 trucs, Wolverine, Captain America, du Thor avec Jason Aaron, etc. Et à la couleur, a mentionné Bill Crabtree, qui est juste le coloriste de Invincible. Il Juste. aime le rouge. Voilà. Ouais. Et puis accessoirement, de temps en temps, il va faire Hellboy et BRPD quand Dave Stewart est en vacances. Enfin bon, bref, on est... Meilleur PD, bien sûr. Donc Berserk, ça commence sur Keanu Reeves sur un banc, parce que non seulement c'est l'auteur, mais c'est le personnage principal. Hein, c'est le Keanu Reeves de maintenant, grand, brun, les cheveux longs, la barbe, etc. Et ce premier numéro est occupé à 90% par une immense scène d'un gore hallucinant, où on voit que donc ce cher Keanu Reeves, c'est une sorte de demi-dieu, de dieu, on ne sait pas, en tout cas un immortel, qui travaille avec les forces spéciales des États-Unis quand elles font des opérations, en l'occurrence là dans un pays vraisemblablement d'Amérique du Sud.
et qu'il est indestructible, invulnérable, qu'il a une super force, il a une propension à exploser les crânes à main nue, à coups de pied. Mais il s'appelle vraiment. Le héros s'appelle Ken Reeves ? Non. Mais en fait, Je l'ai il pas mentionne jamais, il pas mentionne son assez peu son nom. Et à un moment, il l'appelle B. D'accord. De Berserk. Donc il fracasse, mais c'est un. Enfin, je parlais de boucherie en intro, le mot est faible. Hein, c'est une explosion de tripailles avec des spécial combos type je t'arrache une côte et je te la plante dans la gorge. Incroyable, ça, c'est Ah, ça va. incroyable. J'adore. Se servir des os des gens pour les tuer. Quoi. Enfin, Voilà. c'est trop bien. C'est tout à fait. Peut-être de façon malsaine, mais c'est tout à fait jouissif en fait. C'est cathartique, comme C'est ça. cathartique. Et c'est énorme. Et on voit que donc quand il est dans ce mode combat, il est complètement fou, il est enragé, à tel point que quand il atteint l'objectif, en l'occurrence le président du pays en question, quand le capitaine lui dit par radio non mais lui on le veut vivant, il lui arrache le cœur quand même. Il le tue. Ce qui n'a pas l'air de traumatiser plus que ça son capitaine d'opération, on s'en fout. Et voilà, donc ça c'est pratiquement l'intégralité du numéro 1, si ce n'est que le long de cette histoire, on a, le long de l'action, on a en voix off, si on peut dire, le dialogue qu'il a, donc B, avec sa doctoresse, disons, donc en débrief après l'opération en question. Et là, en quelques phrases, on est dans de l'efficace, on nous pose l'enjeu complet de la série. À savoir donc que c'est un immortel surpuissant, qu'il a passé un deal avec le gouvernement américain, il accepte de bosser pour eux, de faire toute leur sale besogne, ils peuvent faire tous les tests qu'ils veulent sur lui, ils s'en foutent, ils peuvent le cloner s'ils en ont envie, ils s'en foutent. Lui, en échange, il veut qu'il l'aide, et en l'occurrence surtout elle l'aide à retrouver sa mémoire, enfin une partie de sa mémoire, parce qu'il a beaucoup de trous dans sa mémoire, et aussi lui permettre d'accéder à la mortalité. Voilà, le travail sur la mémoire passe a priori par un protocole qui implique des grosses piqûres et aussi la prise de pilules rouges et bleues. Pas sans rappeler, mi-rouge, mi-bleu. Pas sans rappeler certaines choses. On apprend aussi que ce jour-là, pendant cette opération, elle qui suivait sur le moniteur son activité cérébrale, elle a vu qu'il s'est passé un truc et qu'il a eu un nouveau souvenir à cause d'un événement traumatique. En l'occurrence, il le raconte pas, mais on le voit, c'est que après qu'il ait tué le président, il y avait un jeune garçon qui était à côté et qui s'est fait abattre froidement par un soldat américain au prétexte qu'il faut surtout pas de témoins. Donc ça a réveillé ses souvenirs, et le premier chapitre finit où il dit « Je me souviens d'être né il y a 80 000 ans ». Il meurt le soldat, j'imagine. Non, le soldat, Non. non, c'est le soldat Oh. américain, mais qui a C'est un abattu soldat. le jeune homme. C'est un soldat américain, oui, il meurt. Voilà. Et donc, voilà, je me souviens d'être né il y a 80 000 ans. Et C'est tout ? ça, c'est la fin du premier chapitre. Et les deux chapitres suivants, on va partir sur le flashback. Donc, on revient à l'époque de la préhistoire, de sa famille qui faisait partie d'une tribu qui se faisait massacrer chaque année par d'autres tribus, de ses parents qui ont fait un rituel pour demander de l'aide aux dieux, qui leur envoient une arme. Et en l'occurrence, dans une double planche assez étrange, on voit un éclair qui vient féconder sa maman, et ensuite elle fait l'amour avec un être de lumière. Enfin bon, bref, est né cet enfant qui s'est révélé à la fois une bénédiction puisqu'il est surpuissant, et à la fois qu'il y a une malédiction, c'est qu'il devient fou quand il se laisse aller à sa rage. C'est un berserker. C'est un berserker, et c'est prétexte une fois de plus à un nombre incalculable de scènes de boucherie quand il s'attaque aux tribus environnantes. Et dans la troisième issue, c'est pareil, on voit qu'il est manipulé par son père, toujours dans la suite du flashback, et qui non content d'avoir battu les tribus qui leur faisaient du mal, l'envoie massacrer absolument tout le monde autour. C'est reparti pour des planches et des planches et des planches de massacre. Ce qui change un petit peu dans la troisième issue, c'est que c'est plus le dialogue entre elle et lui qui accompagne, mais c'est entre elle et un de ses collègues à elle ou un de ses supérieurs, où on sent qu'ils essayent de le manipuler pour obtenir d'où il vient, comment eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir comment il est advenu et comment en faire d'autres pour leur armée. Donc on sent manipulation, mensonge à venir. Donc voilà, on en est là au bout des 3 issues. Au niveau du dessin, moi j'aime beaucoup, c'est un dessin assez nerveux, c'est moins qu'on puisse dire. Ça me fait penser un peu
pas aussi bien, mais ça me fait penser par l'utilisation des gros traits, de beaucoup d'aplats de noir, un peu à du Frank Miller, mais un peu aussi avec du John Romita Jr., une sorte de mix entre les deux. Ouais, les persos un peu tassés. Voilà, les persos tassés. Et puis bon, ça fracasse. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une lecture facile. C'est pas on n'est pas sur un grand comics, mais c'est un truc hyper divertissant en fait. Il y a l'action qu'il faut. Ce qu'on peut reprocher à la limite, c'est que il y a une info par épisode. Chaque épisode contient à peu près donc 80% de boucheries qui deviennent un peu répétitives, même si elles sont bien, au bout d'un moment elles sont un peu répétitives. Imaginatif peut-être aussi. Alors il pousse, hein, il déchire un tigre en deux, il arrache la tête d'un cheval, enfin ça, tu sens que les mecs ils cherchent, il faut trouver autre chose. Mais bon, ça devient un peu répétitif et du coup ça devient aussi un peu comique malgré eux, parce qu'on sent qu'ils sont pas comiques, hein, qu'ils sont très premier degré, très sérieux, mais en même temps au bout d'un moment ce massacre il devient plutôt drôle. Et à côté de ça, il y a une info quand même par épisode qui fait avancer. Ça me fait un peu penser à une série Netflix qui serait idéale en 8 épisodes et ils en font 13. Voilà, c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, le contrat avec Netflix est déjà signé. C'est ça. Bien sûr. Il est déjà signé. Un film et une série animée. Pour un film et une série animée. La série animée, j'ai hâte de la voir. Ça va être violent. C'est une mini-série ? Alors, c'est prévu en 12. D'accord. 12, c'est long. Le 5 vient de sortir, je crois. Et puis, voilà, moi, je vais continuer parce que ça me... En mode détente, quoi, en mode entre Marcel Proust et Neil Gaiman, ça me peut bien dire un truc qui décoiffe très vite, voilà. C'est ça. Mais je crois que c'était un Kickstarter. C'était un Kickstarter à la base, ouais. Donc en fait, les gars, ils avaient aucun enjeu là-dessus sur le fait que d'avoir une ligne d'édito qui doivent retenir le lecteur. Ils s'en foutaient complètement en fait. Ils savaient... Keanu Reeves de toute façon ça vend. Ouais, en fait, à la base, je crois que ça vient juste d'un vrai trip de Keanu Reeves en fait, en disant j'ai envie d'écrire un comics, d'en être le héros et puis basta quoi. Et il s'est adjoint à Kint à côté de ça et puis il a lancé son Kickstarter et ça a fonctionné. Je pense 1,4 million. Voilà, ouais. Donc je pense en fait il avait zéro enjeu, il avait juste envie de se faire plaisir. Je pense qu'en plus Keanu Reeves c'est un gros lecteur de comics aussi, donc il a je pense que c'est un trip perso là-dedans et ça marche super bien et c'est assumé 100% quoi. Mais c'est marrant la reprise des mèmes, le banc, le fait qu'il soit immortel. En vrai, beau, tu sens que le mec il s'est joué de l'image qu'il donne aux gens, hein, genre les pilules. C'est sa légende, rouge, tu vois. Le côté John Wick sur le banc au début, effectivement, tout ça c'est cohérent avec l'image qu'il renvoie aujourd'hui et de tout ce qu'il fait en termes de prod film aussi. Donc, après, ce qui est marrant, c'est pour quelqu'un qui se dit un peu bouddhiste, en tout cas intéressé par cette philosophie-là, qui se décrivent comme un demi-dieu sanguinaire. C'est rigolo, mais je pense que c'est le trip, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que tu as beaucoup aimé. Moi j'ai kiffé, j'ai kiffé, mais en fait je l'avais pas lu depuis que j'avais que ça allait, depuis qu'il est sorti, je sais même pas pourquoi je l'avais pas lu, mais je savais que j'allais kiffer parce que je connaissais le côté assumé du truc et en mode j'ai envie de me faire plaisir. Et effectivement le côté berserker c'est toujours plaisant, ça marche super bien et en fait, tu vois, le côté il y a qu'une info par comics, en fait, je viens de comprendre que c'était le cas. Parce qu'en vrai, je l'ai lu en mode c'est trop bien, et c'est fini, ça y est, il y en a plus d'autres. Donc, j'ai juste envie de voir ça, quoi, pour le coup. Et la série animée, s'il y en a une, j'ai vraiment envie de la voir. Le film, moins, mais la série animée, ça va péter assez visuellement, quoi. Parce qu'il y a les deux qui sont prévus. Oui, les deux sont prévus. Excusez, Anirai, Okay. Donc, ça marche bien. Moi, j'aime bien. C'est simple et efficace. Oui, quoi. voilà, c'est exactement ça, simple et efficace. Ouais. Et toi, Nibrae, du coup ? C'est marrant parce qu'au départ, je m'attendais à un comics un peu vide et pas forcément, genre juste du bourrin sans rien. Et finalement, j'ai plutôt bien accroché au personnage parce que dès la deuxième issue, t'es vraiment sur ses origines. Et je pensais que ça arriverait plus tard et je trouve ça bien qu'il l'ait mis aussitôt. Et c'était intéressant, même si dès sa naissance, il a bouffé les tétons de sa maman. Mais ah oui, c'est vrai. j'ai pas, non, il y a quelque chose d'attachant dans ce personnage, t'as envie d'en savoir plus. Ça fait penser aussi à, j'arrive pas à retrouver le nom, mais les comics aussi avec les Immortels, et il y a une série Netflix aussi. J'ai pensé dessus aussi, j'ai pas retrouvé. La garde, Old Guard, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Ça m'a fait penser un peu à The Old Guard parce que justement t'as ce côté personnage qui est toujours en vie et qui est immortel et qui aimerait bien mourir en fait à un moment, qui est un peu pas saoulé de son existence, mais qui on a fait le tour. Et lui en plus, effectivement, quand tu lui coupes tout, il repousse. Tu vois, il est pas, c'est vraiment genre, il se soigne tout de suite, quoi. Il y a pas de,
il peut vraiment pas mourir. Je pense qu'il a dû essayer beaucoup de choses d'ailleurs, ça doit être des belles histoires à raconter. Mais ouais, non, j'ai beaucoup accroché aux comics. Visuellement, tu prends des gerbes de sang dans la tronche toutes les 2 secondes. Je m'étais noté, il sert des côtes d'un gars pour en planter un autre, à s'en décrocher la mâchoire parce que 2 cases après, il arrache une mâchoire, où tu vois la mâchoire sauter. Enfin, je sais pas. Il met un coup de poing et t'as la mâchoire qui c'est vraiment genre dégage complètement. des éléments de corps qui se détachent. Mais visuellement, finalement, c'est un peu fun, même si c'est dégueulasse, mais c'est hyper fun. Oui, voilà, c'est fun. Ouais. Et ouais, et la partie du passé avec l'espèce de scène what the fuck où la maman se fait inséminer par un éclair, où tu vois vraiment le vagin dessiné de manière très scientifique avec l'éclair qui passe dedans, tu fais ah ouais, quand même, hein, c'est genre. Mais pourquoi? Au cas où on n'est pas compris. Je sais pas. Et je sais pas, je sais pas, c'est un peu la détente en fait, ce comic. Tu sens que t'as pas eu besoin de brancher ton cerveau, qu'on t'a bien tout expliqué, que je pense que les enjeux derrière ils vont pas être incroyables, mais c'est pas grave parce que tu t'as kiffé quoi ton moment. Et ouais, non, en fait, je pensais pas le lire tout de suite, j'avais commandé le TPB, je me disais je le lirai à la sortie du TPB. Mais du coup, c'est pas bien grave, je kiffais. Et puis le TPB, je savourerais encore plus. Mais ouais, et par contre, Matt Kindt, je sais pas ce qu'il fait dans le projet, mais très pour moi, la question que j'allais poser. Qu'est-ce qu'il fout là? Il n'y a pas sa trace, il n'y a pas sa marque, il n'y a rien de Pas lui. du tout, ouais. Ça ressemble pas du tout à lui, quoi. Il accompagne Keanu Reeves dans Ouais, je l'écriture. pense qu'en fait, Keanu Reeves a dû faire un pitch et lui, il le cale encore en format comics, Ouais. en disant voilà, c'est Mais en comme tout ça cas, qu'il faut faire. il n'y a rien de son un peu what the fuck habituel. Enfin, il n'y a pas tout ça. Ouais, Il n'y a que pour très l'instant. vicieux pour l'instant. Pour l'instant, oui, pour l'instant. Ouais, mais vraiment là-dessus, il n'y a rien qui peut en tirer. Enfin, il n'y a pas d'infos cachées. Tu vois, il n'y a pas un truc qui dirait ah putain, c'était marqué au début, tu vois. Comme c'est un peu le cas. Enfin. Il y a rien, vraiment, je pense qu'il fait que de la je t'accompagne, tu vois, genre tu as un scénar, ok, moi je t'accompagne, voilà comment ça fait, puis c'est l'impression que ça donne. Script docteur. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ok, en tout cas moi ça m'a vachement hypé. Et en plus j'avais l'impression qu'il était là depuis super longtemps ce projet, mais c'est parce que du coup il y avait le Kickstarter l'année dernière. avec le cas issue quoi. Bon. Ouais, parce que je crois que le final c'est genre dans un an, c'est 2022. D'accord. Donc il y a le temps. Ouais, il parle d'une parution française en mars 2022 chez Delcourt, mais ça me paraît tôt. Mars. Ah, il sortirait tout d'un coup. Peut-être. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mars, c'est un peu longtemps. c'est 12 issues, c'est ça? Ouais. Après, c'est peut-être mars que le premier tome. Ouais, il sera peut-être en plusieurs tomes. Il est censé être sorti en mars et on a que 4 issues. J'avais vu mars, moi, sur Berserk. Non, le KS a été lancé en mars, je crois. Non, le KS, il s'est fini l'année dernière. Ah putain, mais c'est ils ont aussi long que démarré ça. la publication juste après, mais comme il y avait Covid et tout ça, ça avait pris un peu de retard, je crois, dans la publication. Le premier TPB doit sortir en novembre, de mémoire. Ok, ouais, putain, il y a un deuxième TPB qui doit être en mars. J'ai l'impression d'avoir entendu parler cette année, en fait. Ouais. C'est pour ça et que du coup, je pense que c'est fin 2022 qu'il y a le 3ème TPB. Donc le final. Ok. Ouais. D'accord. Mais comme ça, je pense que Netflix, ils enchaînent avec soit le film, soit la série juste derrière. Ouais, ça pourrait être Netflix, intéressant de revenir dessus. Ouais, je pense. Ok. Ils sont ouf, vraiment, Netflix, ils vont vraiment tout avoir, quoi. Bah, bien sûr. Entre Marc Millar et ça, ce genre de truc, c'est ouf. Ouais, quoi. après, mais pour l'instant, Marc Millar n'est pas un gros succès. T'as Prime avec The Boys et Invincible sont tapés fort ce que je aussi. veux dire, c'est qu'eux, ils prennent. Enfin, maintenant, c'est pas le débat, mais Netflix prend à la source direct, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est Millar. oui. Millar va créer des trucs spécialement. Comme ils ont fait aussi pour The Old Guard, tu vois, de choper des trucs qui. Oui, voilà, ouais. Et t'as, comment s'appelle, Magic Order, là, de Millar, qui sort spécialement Netflix, quoi, tu vois. C'est ouf, enfin, je trouve ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il lutte pour tenir la dragée à Disney, il faut qu'il soit. Ouais, non, mais c'est super. Enfin, je trouve en termes de concurrence générale, c'est super intéressant. Il y a un truc à regarder au niveau sociétal, en fait, qui est cool. Mais faut savoir l'analyser, je trouve ça intéressant. C'est Netflix, non. Ok, merci Jean. Donc c'était Berserker chez Boom Studio. Donc une série en 12 issues. Et voilà, donc de mannequin et surtout Keanu Reeves et dessiné par Ron Garney. On a également vu Ashes au début, une adaptation du roman de Barjavel Ravage qu'il faut lire et pas le comics. Pourquoi j'ai toujours envie de dire Barjabul? Vous le savez ou pas? Barjabul? Non, je sais pas. Barabul ou Non, Barjabul, parce que c'est pas un Barbapapa. Non, je regardais trop Pyramide. Enfin, je regardais trop Pyramide quand j'étais enfant. Et du coup, quand j'envoie Barjavel, je pense à Pyramide. Voilà. En 3. Ah, tu penses à Pyramide, d'accord. Bah, si vous trouvez la référence, dites-le, parce qu'en vrai, moi, je l'ai normal, la référence, mais si on n'est pas aussi. Il y en a qui l'ont dans le chat. Merci, le chat. Ok, et on a vu aussi Mamo chez Boom Studio qui était recommandé comme un petit bonbon, un petit chocolat chaud à déguster. Franchement, c'était trop bien, par exemple. Merci, vrai. Voilà. Ça m'a fait trop du bien de le lire, ce truc. Bah écoute. Merci à tous les trois, et on va passer au focus.
Donc, avant de passer au focus, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook, avec le groupe Bouya Comics Club, sur Instagram, et aussi sur Discord, où on vous dit vraiment de venir nous voir, parce qu'il y a une super communauté, et c'est surtout là que la plupart des discussions enflammées se passent, sur Comics Outcast bien sûr, mais aussi sur tous les autres podcasts du vaisseau Hypersensas. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site aussi, qu'il faut aller voir, vaisseauhypersensas.com. Voilà, et vous avez le lien vers les réseaux sociaux pour chaque podcast. Donc, on va aborder le focus sur... donc, c'est un dossier un peu plus long que les reviews, souvent sur une œuvre qui est déjà finie et sur laquelle on revient un peu plus en détail. Et c'est Jean qui va nous présenter aujourd'hui Superman for All Seasons. Oui, Superman for All Seasons de Jeff Lubb et Tim Sale, qui est un duo, donc auteur-dessinateur qu'on connaît beaucoup, qui a été très connu par leur travail sur Batman, avec Long Halloween et Dark Victory. Voilà, pour aller très vite, Jeff Lubb, il a travaillé dans le cinéma. On lui doit quand même le scénario de Commando, entre autres. Mais non, mais si, et de ça, tellement cool. Incroyable. Et ensuite, il est passé au comics parce qu'il devait développer un projet Flash pour Warner qui n'a pas vu le jour, mais du coup, il a mis un pied chez DC. Et c'est là qu'il a fait Challenger of the Unknown et qu'il a rencontré Tim Sale. D'accord. Et c'est ensuite, suite à ça, qu'ils ont tout pété avec Batman, Long Halloween, Dark Victory. Et dans la foulée, il y a eu Superman for All Seasons. Après, Jeff Lubb, il a un CV, c'est infini. Il a fait 1000 épisodes de Superman. Il a créé la série Superman Batman. Il a relancé Batman avec Jim Lee. C'était la saga Hush. Et chez Marvel, il a retrouvé Tim Sale pour les graphic novels Spider-Man Blue, Hulk Grey et Daredevil Yellow. Et aussi, il a fait 1000 trucs. Et à la télé, il a été producteur sur Smallville, sur Heroes. Enfin, voilà, on est sur du... Heroes aussi, putain. Ouais, tu le vois un peu partout. Hein. Ouais, maintenant, On est sur du lourd de chez lourd. Tim Sale, j'ai trouvé peu de choses sur Tim Sale en dehors de son travail avec Jeff Lubb, si ce n'est le Superman Kryptonic avec Darwyn Cooke. Et puis son actualité, c'est qu'ils reviennent le duo pour un épisode spécial du Long Halloween de Batman qui sort en décembre 2021 et dans lequel ils vont révéler des choses qu'ils ont laissées en suspens, et je pense que c'est une très mauvaise idée. En vrai, je l'attends de ouf, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Mais je l'attends de ouf. Mais c'est une mauvaise idée, mais je l'attends de ouf. Je comprends. Et à la couleur, on est obligé d'en parler. C'est Bjarne Hansen, un peintre danois qui fait un travail formidable. Qu'il faut mentionner parce que Tim Sale est daltonien, donc c'est pas lui qui supervise les couleurs. Merde. Quand tu dis peintre, c'est-à-dire que normalement il fait des tableaux tout ça, ou c'est ta façon de dire coloriste? Oui, il fait de la figurine. C'est un artiste danois, c'est un illustrateur danois, et là en l'occurrence il a fait la couleur. Donc Excellent. Voilà pour les auteurs de Superman for All Seasons. Donc moi j'avais envie de vous parler de ce truc parce qu'il me tient à cœur pour différentes raisons. D'abord pour une raison perso qui n'intéresse personne mais que je vais raconter quand même. Si, ça nous intéresse. C'est qu'en 98, quand Comics est sorti, j'étais en voyage linguistique dans une petite ville en Angleterre où je m'ennuyais ferme. Alors le week-end je prenais le train, je faisais 1 heure de train, j'allais à Londres et j'ai trouvé un comic shop qui devait s'appeler Forbidden Planet, je pense. et c'est là que j'ai acheté plusieurs comics qui m'ont accompagné, dont le Superman for All Seasons. Donc j'ai les 4 numéros originaux, dingue, je les ai conservés précieusement. Bon, ça c'est le côté perso. Sinon spécifiquement, mais parce que c'est Superman. Alors Batman il est classe, bien sûr, Wolverine il est badass, tout ça. Mais Superman c'est la base. Oui, Superman il est plat. Superman c'est la base. Mais justement, c'est tellement rare de lire et surtout d'écrire des bonnes histoires avec Superman. Parce que le mec est invulnérable, donc déjà pour le mettre en danger, c'est chaud. Et le mec, il est gentil, il est honnête, il est bon, il est généreux, donc il est chiant. Il peut être perçu tout à fait comme chiant. Et donc c'est très compliqué d'avoir des bonnes histoires et donc quand il y en a, il faut les mentionner et il faut les lire. Quand un auteur trouve la bonne façon pour aborder la bonne approche, moi ça me donne envie d'en parler. Et donc pour illustrer tout de suite l'approche de Jeff Lubb sur Superman for All Seasons, je vais vous lire la traduction simultanée et approximative des extraits du tout début de l'issue 1. Les gens aujourd'hui l'appellent l'homme d'acier. Il est capable de sauter par-dessus un building, de changer le cours d'une rivière, il est plus rapide qu'une balle.
Mais que vous le croyez ou pas, il y a eu un temps avant tout ça. Un temps où il était juste un fils. Mon fils. Clark Kent. Alors, continue. Fais tout là. Et tout est là en fait. Bah oui, mais c'est ça. C'est qu'il choisit de parler de l'homme. De l'homme. D'attaquer non pas le mythe, mais l'homme. L'homme derrière la cape avec ses doutes, avec ses angoisses. Et donc au niveau de la construction, donc le récit se présente aujourd'hui c'est en TPB, mais à l'époque en quatre numéros distincts, intitulés Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ça nous parle de ses premières années en tant que Superman. Dans le premier numéro qui se passe en été, on est vraiment sur un Clark Kent ado avant qu'il devienne Superman. Après, il y a une petite ellipse de temps qu'on sent assez courte. Genre, il est Superman depuis 2-3 ans, c'est encore les débuts. Et les 3 issues suivantes se déroulent donc sur quelques mois à partir de là. Ils aiment bien faire ça, été, hiver, printemps, genre, c'est marrant. Et la particularité, c'est que dans chaque numéro, c'est un narrateur différent qui va parler ou de Clark Kent ou de Superman, de son rapport avec lui, de qu'est-ce que ça a changé dans sa vie. Donc dans le premier tome, c'est Jonathan Kent, son père. Dans le deuxième, c'est Lois Lane. Dans le troisième, c'est Lex Luthor. Et donc à quatrième, je vous dirai pas. Comme ça, vous découvrez. C'est pas qu'il y a un enjeu, je voudrais pas induire. Il y a pas un enjeu de ouf, un MacGuffin qui est le 4e narrateur, pas du tout. Mais c'est comme ça, vous aurez encore quelque chose à découvrir. Et donc on plonge dans l'univers dans un univers déjà visuel qui est complètement fou. Donc alors je sais qu'on n'est pas tous d'accord, mais les dessins de Tim Sale c'est difficile comme ça, sont beaux, c'est magnifique, les couleurs sont splendides, elles sont adaptées à chaque époque de l'année évidemment. C'est des grandes planches qui nous montrent où la campagne autour de Smallville, des immenses points de vue. C'est très détaillé, c'est très beau. Quand on est du côté de Smallville, il y a quelque chose de très rond, de très doux comme ça, un peu pastel. Et puis au niveau de l'époque, alors on ne précise pas l'époque, c'est un peu comme la série animée Batman à l'époque, mais on nous présente une ville des années 50 en fait, quand on voit le design des voitures, quand on voit les maisons, le diner du coin, etc. On a l'impression d'être à Hill Valley en 1955 dans Retour vers le futur, et je dis pas ça par hasard. Et sinon, ensuite, il y a ce qui se passe à Metropolis, où là, on est sur une ville futuriste, ou un peu rétro-futuriste, où tout ce qui était rond devient extrêmement rectiligne et carré, etc. Et où le personnage de Superman peut survoler tout ça de manière, j'ai envie de dire, magnifique. Donc voilà pour le fonctionnement. Donc dans le premier, il est ado et on voit que son père se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va devenir ce fils qui a des pouvoirs incroyables, incommensurables. Et il va y avoir l'événement, en l'occurrence une tempête sur la ville qui va l'amener à prendre la décision de devenir un héros parce qu'il a sauvé une personne, mais toute la ville a été détruite et il se dit je peux faire plus. Et donc voilà. Ensuite dans le deuxième c'est Loïs qui questionne aussi ce côté boy scout. C'est intéressant puisque c'est la Loïs de la première époque, qui connaît pas son identité, qui est la journaliste cynique qui couvre toute sa vie des événements gore et glauques, et qui se pose cette question, qui dit mais voilà un homme qui peut absolument tout faire, et qu'est-ce qu'il choisit de faire? D'aider les gens. Et pour elle, c'est presque tout son monde qui s'écroule juste à côté de ça. Et quelle idée? Bah oui, pourquoi? Comme Elon Musk. En fait, c'est Elon Musk. Et dans le troisième tome, on a un point de vue complètement opposé, puisque c'est l'histoire, il est narré par Luthor, qui présente sa relation à la ville de Metropolis comme une histoire d'amour entre un homme et une ville, et une histoire d'amour, dit-il, pleine de trahison, de colère, de tragédie et de vengeance. Et donc dans cet épisode, il va tendre un piège à ce jeune Superman, il va le piéger de la seule façon qu'il peut, c'est-à-dire en le mettant en face de quelque chose contre lequel tous ses pouvoirs peuvent pas lutter, de la manipulation. Il va le manipuler au point de lui faire... qui est peut-être le seul... Dieu sait si j'aime cette œuvre, c'est peut-être le seul point faible. Je trouve que le plan de Lex Luthor, si son intention elle est intelligente, je trouve que la façon dont il est présenté est pas forcément complètement réussi, mais enfin, il arrive à ses fins. Il le perturbe, et dans le dernier tome, on a notre Superman qui retourne à Smallville
pendant l'hiver pour essayer de se reconstituer et de revenir. Hein. Je ne spoil pas grand-chose, c'est les premières années, il revient. Voilà, moi j'aime l'ambiance qui se dégage de ce comics, la façon dont on nous parle finalement d'un homme qui a du mal à s'insérer, ce qui est traduit graphiquement de manière très forte. À l'époque, ça avait fait débat. Moi, j'adore le design de Clark Kent Superman. Il est un peu perturbant, c'est-à-dire qu'il est trop grand. Un géant. Il est trop grand dans le premier tome, en plus avec la bille salopette, il fait penser un peu à Lenny des Souris et des Hommes. Quoi. Il est trop grand, il prend trop de place. Quand il est avec ses parents, quand il est avec les autres, tout le monde est trop petit. Il essaye vraiment de se ratatiner tout le temps. Il y a une scène où il est avec Lana, elle a l'air tellement microscopique en fait devant lui. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de carrure énorme, il pourrait l'écraser quoi. Ouais, même ses vêtements, j'ai l'impression qu'il, malgré le fait qu'il soit énorme, on a l'impression qu'il flotte encore dans ses vêtements, qu'il prend un truc trop grand pour pas qu'on voit ses formes. Enfin, il y a un côté vraiment effacé au possible quoi. Donc il essaye de trouver sa place et c'est ce que nous raconte toute l'œuvre et c'est construit de manière hyper intelligente, je trouve. Il y a un effet d'écho entre tous les numéros. Je parlais de Retour vers le futur et de Hill Valley parce que comme dans Retour vers le futur il y a des scènes et des lieux qui sont revisités dans chaque film, ben là en fait ils font pareil. Dans chaque fois le point de vue de la terrasse des Kent il revient dans chaque épisode, lui tout seul dans sa chambre, d'abord en train d'écouter ses parents qui s'inquiètent pour lui, ensuite tout seul à Metropolis pendant que la voix off de Lois dit je me demande si Superman il a une femme ou peut-être plusieurs femmes, mais en fait non, il est juste tout seul chez lui triste. Il y a un passage avec un personnage avec des lunettes, toujours avec le même cadre, qui revient dans chaque épisode. La première fois, c'est Jonathan, la deuxième fois, c'est Clark, la troisième fois, c'est Martha. Il rencontre les mêmes vieux dans la ville, etc. Et donc, il y a un effet d'écho vraiment qui rappelle, moi, qui m'a vraiment rappelé le fonctionnement de Retour vers le futur à ce niveau-là. Et puis pareil, il y a un événement important à la fin du premier numéro, qui est un moment très important et très fort, et dès que le moment a lieu, ça s'arrête, et on ne sait pas quelles conséquences il a, ni rien, et on passe à la suite, on a l'ellipse de plusieurs années, on nous laisse comme ça un peu, ah bon, et alors ? Et en fait, on y revient dans le 4e numéro, et c'est le cœur du 4e numéro, et finalement même le cœur de l'histoire. Donc voilà, donc vous aurez compris que pour moi c'est une œuvre absolument majeure concernant Superman. Pour moi, je le mets au même niveau que le All-Star Superman de Grant Morrison, au même niveau, mais exactement à l'opposé. C'est-à-dire que Grant Morrison s'intéresse au mythe, à l'aspect mythologique de Superman, et il le fait rencontrer Atlas, et là on est sur l'inverse, on est sur l'homme, sur l'être humain un peu paumé, et je vais vous lire encore un dernier extrait, pour le coup la fin du numéro 1, et c'est donc Jonathan Kent qui parle et qui dit finalement je suis pas sûr qu'on soit différent des autres parents. On s'inquiète pour notre fils, qu'il mange bien, qu'il se fasse des amis, qu'il se tienne à l'écart des dangers, même si c'est Superman. Et voilà, et parce qu'ils font de Superman un être humain, enfin il s'intéresse à son côté humain, et ben l'histoire elle devient complètement elle devient universelle, et on peut presque tous se retrouver alors qu'on n'a a priori pas les mêmes capacités, parce que les thèmes au fond c'est la difficulté de grandir, le temps qui passe, la nostalgie, les choix qu'on fait ou qu'on fait pas, et les histoires d'amour qu'on aurait pu vivre et qu'on a laissé passer. Et c'est marrant parce que, tu vois, Superman, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, peut-être un peu ennuyeux, ce genre de choses. Et les ongoing, j'en avais lu quelques-uns, mais j'avais jamais trop accroché. Par contre, tous les, entre guillemets, one-shot, donc Superman All-Star, comme tu as dit, celui-là dont tu nous as parlé, Superman contre le clan, Red Son, tu vois, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est super, c'est des succès incroyables et beaucoup de créativité. Donc c'est finalement toutes les BD qu'il y a eu sur Superman sont bon, peut-être bien, je les connais pas assez bien, mais en fait ça a permis de donner cette matière créative. T'en as pensé quoi, Nipray ? Eh ben ouais, Superman c'est mieux quand c'est court. Non, j'étais ravie en fait dès le début de la lecture. Déjà le côté, l'aspect un peu conte, la narration du père dès le premier, elle est hyper attachante, elle est hyper touchante quand je sais pas, en fait c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de voir Superman, et du coup t'es vraiment sur
Clark ado, qui est cette espèce de géant tu sens qu'il est pas bien dans son corps, mais qui est hyper touchant, qui est hyper attachant, et surtout que tu connais son futur, tu sais comment ça va se passer. Et dès le premier tome, en fait, j'ai trouvé ça hyper émouvant et j'ai accroché mais de fou au dessin, surtout je pense grâce aux couleurs. J'ai trouvé ça très beau, il y a plein de pages où je me suis arrêtée, où j'ai fait mes petites captures d'écran, je me suis dit c'est super beau et tout ça. D'ailleurs, il faut que j'arrive à me le trouver j'ai vu qu'il était sorti en VF, mais il faudrait peut-être que je me le trouve en VO, je pense que ça sera mieux. Et puis en VF, il est quasiment introuvable maintenant parce qu'elle avait été édité avant Urban. Il a été édité en 2001 par Panini, j'ai vu ça, donc je pense que je vais me retrancher sur la VO. Il est annoncé chez Urban depuis des années et il n'y a toujours pas de date de sortie. Il n'y a toujours pas de date. On les contactera, on ne sait jamais. Mais ouais, non, je trouve ça beau et je pense que je regarderai parce que du coup, je l'ai lu en numérique et pas en papier. Et j'espère que les couleurs, elles rendent super bien parce qu'en tout cas, en numérique, déjà, c'était super beau. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'à chaque nouveau chapitre, tu changes de narrateur puisqu'en fait, tu évolues dans sa vie. Et effectivement, le père n'a plus intérêt de raconter la vie de son fils à Metropolis. Et le changement de narrateur, il est hyper malin parce qu'il est très très bien choisi. Le fait de prendre des gens qui en fait ne connaissent pas forcément Clark, mais plutôt qu'on l'a vu de Superman à distance sans le connaître parfaitement, c'est vraiment une bonne chose. Et tout le long, j'ai accroché. La dernière issue aussi est très belle, mais même t'as pas dit qui c'était, du coup je spoilerai pas. Mais ouais, non, vraiment très touchée. Le côté conte, je m'attendais pas en fait à un truc aussi doux, aussi joli visuellement. Et ouais, de Superman, c'est pas un héros que j'aime en particulier sur le ongoing, comme ça je suis pas du tout, mais à chaque fois qu'ils font un truc court, je lis et à chaque fois je le savoure et je trouve ça plutôt bien et il me paraît moins antipathique en fait que la plupart du temps. Donc oui, effectivement, pour moi c'est un très très bon comics, mais j'en avais jamais entendu parler. Incroyable. On sent que ça t'a touché là. Ouais, mais en fait je pense que c'est le côté, je sais pas, la narration du père, je pense aussi du premier tome touché. Enfin, ouais, on est saisi direct. T'as un moment où les parents ils parlent sur le porche devant la maison et à un moment ils se posent la question, mais si ça se trouve, tu penses qu'il peut nous entendre ou pas? Mais bien sûr, c'est Superman, bien sûr qu'il les entend en fait. Et je sais pas, il y a quelque chose de touchant aussi dans ce côté un peu famille, attachement des deux parents, parce que c'est pas leur enfant, mais c'est quand même leur enfant. Et toi, tu connaissais Zef? Non, je connaissais pas du tout. Du coup, j'ai appris ce que c'était. Alors, je vais dire tout de suite ce que j'ai pas aimé dedans et ensuite je parlerai de ce que j'ai aimé. En vrai, c'est le problème de Tim Sale, c'est sur ses visages. J'ai toujours eu un problème là-dessus, mais sur The Long Halloween, je trouve que ça passe bien parce qu'il y a un côté très déformé en fait des gens. Il y a un côté très viscéral sur The Long Halloween que je trouvais assez bien foutu. Et là, en fait, comme sur Superman, on a un côté très lumineux, très propre, très doux, très plat, pas dans le mauvais sens du terme, mais aplati, dans le sens qu'il faut que ce soit joli, tu vois. J'ai un problème avec les visages en général sur ce qu'ils dessinent, et du coup, je trouve que ça jure vachement. Ceci étant dit, tout le reste est merveilleux. En fait, moi, je crois que j'ai accroché à l'issue 1 quand t'as Superman, donc Clark Kent, qui revient chez ses parents. Il y a son père qui est de dos. Et en fait, juste il marche. Tu vois, Clark Kent avance vers lui et son père ne le regarde pas et dit est-ce que tu restes dîner avec nous ce soir? Et il dit tu m'as entendu? Et il dit oui, le son de la boue, enfin les chaussures de ville ne font pas les mêmes bruits sur le son de la boue. Alors en fait, je me suis dit ok, ça paraît tout con, mais je sais pas pourquoi ce triptyque il m'a touché. J'ai trouvé ça vraiment. Ça traduit une forme de connexion. Et à la fin, il lui dit je reconnaîtrai toujours le son de tes pas. C'est vrai, je crois que c'est la dernière phrase qu'il dit, je reconnaîtrai toujours le son de tes pas, Clark. Et en vrai, ça m'a, je sais pas, il y a eu une forme de connexion familiale qui m'a fait, qui m'a touché à ce moment-là, en fait. Et je me suis dit, ah putain, il y a un truc. Et là, il parle un peu, et là, après, il y a une double page juste après où il y a Clark Kent d'un côté et son père avec sa fourche dans la main qui regarde un coucher de soleil. Et Clark lui dit, est-ce que tu seras jamais fatigué de regarder ce paysage? Et son père lui dit, non, jamais, je le serai jamais. Et en vrai, quand je regardais j'ai passé, je pense, 5 bonnes minutes à regarder cette double page qui est absolument merveilleuse. Enfin, elle est magnifique, les couleurs sont vraiment troublantes, tout est beau, et c'est simple, hein, c'est 3 traits qui te donnent la ligne d'horizon, un petit soleil qui se couche, ouais, c'est celle-là, je l'ai devant moi là. Et voilà les nuages qui passent du rosé du couchant vers le jaune un peu plus fort, et on voit le ciel bleu là derrière. Et je sais pas, en fait, cette image, elle m'a tapé dans l'œil, tapé dans le cœur, en fait. Et là, je l'ai lu avec plus
plus de profondeur. Et après, bon, c'est merveilleux, quoi. Tu tombes largement dedans. Et effectivement, le côté très humain de Superman est assez cool. Il y a des redondances qui sont volontaires, fonctionnent super bien tu le vois allongé sur son lit dans sa chambre d'enfant dans la première issue dans une certaine position en train de se poser des questions sur lui-même. Tu le retrouves la même chose dans je crois que c'est issue 3 où t'as le même questionnement sur lui-même, enfin pas le même mais la même base de questionnement mais évoluer parce qu'il a vécu des choses entre-temps, sa relation avec Loïs qui est difficile au début et qui prend plein de sens sur la fin. Enfin, je sais pas, c'est merveilleux, c'est simple, mais c'est fou parce que c'est... Bon, ça date un peu maintenant, mais aujourd'hui, on raconte toujours la même histoire, en fait. Tu vois, il y a une forme de redondance dans tous les comics, je pense, de Superman, sur ce type d'histoire de Smallville-esque type, qui fonctionne toujours aussi bien, et chaque auteur arrive à trouver en fait un nouvel angle à peine différent, mais qui fait la différence sur la narration et sur la profondeur du personnage. Et voilà. Donc c'était assez merveilleux en vrai comme lecture. Ah, vous m'avez foutu des frissons. Ouais, on est sur du merveilleux. Parce que vous voyez, moi je l'ai pas lu encore, mais là j'ai juste envie de finir l'émission, d'aller le lire. Vous voyez pas, il y a des sourires partout. Enfin, ouais, ça a l'air super. Franchement. Non mais vous m'avez enchanté là, c'est incroyable. Enfin, j'ai du mal à reprendre mes mots. Juste du coup, pour finir sur le côté visuel, on en parlait de Superman Clark Kent qui est trop grand, trop large, mal fagoté tout le temps en fait, visuellement très mal fagoté. Et en fait, c'est là je pense que c'est aussi c'est pas un coup de génie, mais c'est très bien pensé sur la part de Tim Sale, je pense, sur le côté. On voit Clark Kent, donc on voit que c'est un mec qui est large, qui est musclé, parce qu'on connaît sa carrure. Extraterrestre aussi, du coup, parce qu'il se détache de l'humain. Hein. Ouais, mais c'est juste parce que du coup, en fait, mal fagoté dans des trucs toujours trop grands, mais du coup, quand il est Superman, il est serré spandex. Et donc, tu vois, on voit bien sa musculature et tout. Et même du coup, quand il y a cette action de Superman, elle est ultra bien faite tout le temps. Tu vois, tu ressens sa puissance sur quelques cases, sur des mouvements, tu sais, les sensations de vitesse. Oui, voilà ce que j'allais dire. C'est ce côté très ancien en fait de voir que le haut du corps qui est là et le reste du corps qui est complètement tiré à grands coups de peinture en fait en arrière pour dire je vais vite, on voit plus mes jambes. Et du coup, il y a un côté un peu old school qui fonctionne ultra bien en fait, qui te donne l'envie, je sais pas comment dire en fait. Ouais, ça fonctionne trop bien et du coup voilà, il y a des petites scènes qui sont trop bien avec le sous-marin et tout, tu vois, c'est complètement décomplexé sur certains points et pourtant très doux en même temps en fait sur la finalité de la scène et ce qu'on veut en dire et voilà. Je sais pas comment conclure. Tu veux conclure, Jean? Non, écoute, je conclus en disant lisez-le quoi. Il faut le lire quoi. Absolument. Je vais faire une petite digression avant de passer à la suite. Je reviens sur ce que tu as dit en fait, ce souvenir que tu avais 98, tu as réussi à le situer et je pense que ça joue aussi sur l'affection que tu as pour ce comics. Est-ce que Zef et Nervey, vous avez des souvenirs comme ça de comics liés à une époque, à un lieu, quelque chose un peu spécial et qui vous touche? J'en ai deux, c'est à la même époque. Ça doit être 88, je crois. À l'époque, mon frère a acheté des comics déjà, et il avait acheté un truc qui s'appelle le Cercle de sang, qui a une histoire du Punisher, et La mort du chasseur, qui était une histoire de Spider-Man. C'est en comics USA, en cartonné. Exactement, ouais. En comics USA, exactement. Et en fait, maintenant que je parle, j'ai trop de trucs qui me viennent en tête. Du coup, je suis désolé, il faut m'arrêter de parler. C'est moi qui monte, alors tu vois, je peux faire autre chose que je veux. Mais du coup, ouais, en fait, je lui avais piqué ça dans sa chambre pour le lire. La mort du chasseur, je comprenais pas tout parce que elle est ultra psychologique comme histoire en fait. Et quand je l'ai relu 10 ans après, j'étais en mode mais putain, je les ai encore chez moi, hein, c'est dire. Mais je les ai cherchés pendant des années pour avoir les 3. J'ai fini par les avoir. Et donc voilà, donc visuellement c'était ouf. Et maintenant quand je les revois, je me disais putain, ça a un peu mal vieilli en fait comme visuel, je trouve. Enfin, je suis plus habitué à ces visuels. Et c'est surtout le Cercle de sang, donc l'histoire du Punisher qui me marque parce que visuellement il y a un côté très fort, je trouve, dans cette œuvre. L'histoire est très simpliste, c'est juste le Punisher qui essaie de se débarrasser de tous les mafieux d'un coup en montant un plan à la con, et en fait il se fait rouler lui-même par son propre plan. Alors j'ai plus les détails en tête, mais du coup il y a des scènes de ce comics qui m'ont marqué parce que
visuellement, il y a des cases qui ont été repris, alors je pense pas du tout légal, dans un jeu Game Boy qui était sorti début des années 90 du coup. Et en fait, quand j'avais joué, alors je sais plus quel était le jeu, je crois que c'était Navy Seals ou un truc comme ça, un jeu totalement nul, mais du coup je l'avais et j'y jouais, et sur certaines cutscenes du jeu, il y avait les planches du Punisher qui étaient un peu retravaillées, genre quand il se faufile en haut d'un immeuble, ils avaient juste repris le moment où il se faufile en haut d'un immeuble, et en fait il mettait de l'eau, genre il est sur un bateau et un truc comme ça, et j'étais en mode ah mais putain c'est le comics, et du coup je me souviens que j'avais arrêté le jeu et j'étais allé relire le comics pour me souvenir de ça, et donc voilà, je situe plus exactement les dates, mais je me souviens que c'est vieux maintenant. Toi Nivré, t'as quelque chose qui te vient en tête ou Ah non, moi j'ai été très tard sur les comics, étant élevé à la franco-belge. Élevé à la franco-belge. J'ai pas de souvenirs comme ça. Pas aussi fort. Enfin, en tout cas, rien qui me vient là. Ok, ouais, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup à vous pour ça. J'espère que vous, auditeurs, vous avez été aussi hypés que moi sur ce focus. Et on va passer à la suite. Alors, avant de passer au hors les bulles de cette troisième partie, si vous nous suivez depuis l'épisode au moins 101, vous savez que nous reprenons les numéros des Comics Outcast et nous mettons à l'honneur le département associé, ou plutôt à l'horreur, vous jugerez après. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah putain, c'est incroyable. J'avais pas tilté. Mais ouais. Ah, c'est fou. Ouais, bah c'est fou. T'écoutes pas assez, c'est pour ça. Ah, désolé. C'est la première fois que j'assiste à cette vanne en vrai, ça me fait des frissons. Donc, département 72, la Sarthe, où on peut être tranquille, être peinard à béton, n'avoir jamais soif à boire, n'avoir jamais froid à châle ou brûlon, prendre des vacances à Congé sur Orne, tousser à la Quinte, jouer au chevalier à Montmirail, avoir une taupe à René, se salir à Souillé, pogoter à Berru, Oui, elle est bien. être timide à Pincé, être une femme à l'homme, faire du thé à Bouloir, et ouvrir un salon de coiffure à Jupile et l'appeler Jupilaire, ou plus sérieusement aller acheter des comics à la librairie L'Intrépidoman, ou encore déambuler dans l'espace BIS qui est également au Mans et qui est associé aussi à une librairie, et j'ai l'impression qu'ils font des expositions sur la BD en général et ça a l'air d'enfer. Voilà, je sais pas s'il y a des habitants de... C'est quoi, Mansois, quelque chose comme ça, chez les auditeurs, mais n'hésitez pas à nous envoyer des photos ou nous recommander des lieux dans la Sarthe. Passons à la suite. Donc la troisième partie de l'émission, c'est ce qu'on appelle le hors les bulles. Ça veut dire que on va sortir un peu du format papier des comics et on va aller explorer d'autres médias. Donc ça peut être des films, des dessins animés, mais ça peut être aussi des expositions ou des rétrospectives papier d'un artiste ou d'un style, etc. Et aujourd'hui, on va aborder la série anthologique, la mini-série anthologique What If, qui est sur Disney+, qui est donc prévue en 9 épisodes, je crois que nous en sommes à 8, si je ne m'abuse. 7 déjà sortis. Et en fait, qui reprend la série comics du même nom, en fait, qui s'appelait aussi What If chez Marvel Comics. Et qui va reprendre en fait des événements du MCU assez connus des films, et qui va le tordre et qui va en faire une autre réalité, un peu comme la formidable intro que nous avons faite. Ah oui, c'est vrai. Qui est-ce qui veut commencer à en parler ? Comment on sait que c'est anthologique ? C'est toi ? On l'a dit maintenant ou c'est... T'as dit la série anthologique What If ? C'est anthologique parce qu'en fait c'est plusieurs petits épisodes, un peu comme ce que t'as dans Ok, d'accord, ok. Non, il faut que je me repenche sur la définition anthologique, alors du coup j'avais pas du tout ça en tête, mais c'est tout, voilà, je fais une part de... Pas de soucis. Du coup, je te sens bien. C'était quoi la question ? Qui veut se lancer sur l'explication ? Ouais. Ok, donc What If, à la base, c'est une série comics Marvel qui reprend grosso modo les grandes trames du monde, et qui dit qu'est-ce qui se serait passé si quelque chose avait changé. Et donc du coup ils ont fait ça avec le MCU. C'est sorti, et qu'est-ce que je dois dire ? Je sais pas trop quoi dire à part dire que c'est bien. Regardez-le. Déjà c'est en version animée. C'est en version animée, effectivement. C'est en version un peu cel shading, et moi c'est ce qui me vend d'autant plus ce truc, j'adore ça. Et le seul truc que je regrette, c'est que c'est pas vraiment lié entre eux, même si on peut pas vraiment le lier. En fait, j'aurais voulu parfois que les histoires soient plus longues. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Et on peut dire que c'est le Watcher qui observe différentes réalités. Ouais, effectivement. Ouais. Donc en fait, on est sur Watu, qui est le Watcher, qui fait partie de l'Assemblée des Gardiens. Je sais pas, c'est pas des Célestes, je crois pas, mais j'ai un doute là-dessus. Qui sont juste les Gardiens.
Il y a- Qui s'appellent les gardiens. Ouais. Je crois que ouais, bref, et qui regardent en fait le déroulement du monde, de l'univers. Chacun a son secteur, et lui regarde effectivement la Terre et n'intervient jamais dans ce qui se passe, ne fait qu'enregistrer les événements importants du monde. Et du coup, il a accès à toutes les parallèles de notre monde et regarde ce qui se passe partout en fait, sans jamais interagir. C'est la règle d'or vraiment des gardiens. C'est très important dans certains comics, c'est remis en avant pour d'autres raisons. Et je suis en train de chercher La mort de Uatu, le titre, et qu'il faut absolument lire. Voilà. Ok. Bah, C'est Original Sin. Original Sin, merci. Ouais. ce que je peux vous proposer, c'est que chacun vous parle d'un épisode que vous avez aimé. Ouais. Et après, on pourra faire un retour un peu général sur tous ce qui parler existe du même. déjà. Ok, je suis pas sûr. Non, hein, pas sûr. en vrai, Est-ce que vous avez tous vu déjà? j'ai pas vu le dernier là qui est sorti Sauf cette celui semaine. qui est on sorti enregistre. cette semaine, pareil. Voilà. Ok, Donc j'en ai tout. que 6. Et toi, Jean? Moi j'en ai 7, mais du coup je ne parlerai pas du dernier. On parlera pas du dernier. Alors, il y en a que j'ai pas du tout aimé, enfin que j'ai vraiment pas apprécié du tout. Donc je peux citer le Gardien de la Galaxie avec T'Challa. 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 Il m'a pas touché plus que ça parce que trop bien, enfin trop facile en fait, je trouve dans le truc. Mais en vrai, je veux juste parler du 1 en fait, qui moi m'a vraiment touché en fait. Je l'ai trouvé vraiment génial. Alors, il a eu beaucoup de shit sur internet Ouais, c'était dessus. débile, mais. Un peu débilos, ouais. Je trouve ça génial aussi. Moi, je l'ai Internet. trouvé très simple et très efficace. Tout est bien rythmé, je trouve, dedans. Enfin, l'univers est bien repris. La façon Le dont pitch. le pitch de base, l'univers est bien repris. Le pitch se déroule très très bien. C'est donc, je pense que tu me demandais de raconter le pitch, pardon, ouais, c'est ça. Donc on est à l'époque de Captain America, premier du nom, donc First Avenger, en mode, on a retrouvé, on a créé le sérum du super soldat. On va pouvoir l'injecter à un soldat de base qui va devenir le Captain America. Au moment où Steve Rogers va pour se faire injecter le truc, il y a quelque chose tourne mal. Je me souviens même plus de quoi. C'était la tentacule. Non, Non, il y a une l'attentat. explosion. Ouais, il y a une explosion. Ah Je oui, sais c'est plus ça, comment, mais. Ouais, bref, oui, c'est ça. Il y a Hydra qui essaye de tout faire exploser C'est pour ça. garder le vaccin. Enfin, le vaccin. Covid. Voilà. Podcast. Le sérum, et du coup tout va exploser. Il faut que quelqu'un rentre dans ce putain de caisson pour pouvoir se faire injecter le sérum. La seule personne qui est là à ce moment-là, c'est Peggy Carter. Elle rentre dedans, bam, elle ressort, boum. Bam. Qu'est-ce qui se passe? Ça défonce. Elle a gagné 52 cm en hauteur. Elle est devenue ultra baraque et tout, et ça fonctionne trop bien, et elle devient du coup le Captain Elle se fait appeler Captain Carter. Hein. Captain Carter, Mm. c'est ça, ouais. Et avec un bouclier ultra stylé, avec la croix, le Union Jack. le Union Union Jack Jack, dessus, ouais, ouais. voilà. Ça, j'ai du mal de trouver le mot, ça. British. Et voilà, et du coup derrière on retrouve un peu le même scénario de base de Captain America, mais avec Peggy Carter dans le rôle titre. Voilà, je veux pas dévoiler la fin de l'histoire parce qu'en vrai elle a pas Oui. plus d'importance que ça. Il y a quand même Il y a des scènes d'action de ouf. j'allais y venir, ouais. Il y a quand même donc Steve Rogers, j'ai écrit c'est pas Chris Evans, c'est comment il s'appelle, Steve Rogers qui trouve un rôle quand même là-dedans, et je trouve intelligent en fait. Ça fonctionne bien parce qu'on veut pas perdre quand même le personnage, Et qui est qui a été- cohérent avec son caractère. exactement, qui a envie de se battre quoi qu'il en coûte, parce qu'il est devenu paraplégique, et du coup on trouve une façon pour lui de se battre dans un méca géant. C'est génial. Et voilà, et en fait l'animation est ouf. L'action fonctionne super bien. On est sur un titre qui doit faire 25 minutes maxi, 30 Ouais. minutes peut-être. On est sur du 30-35 selon les épisodes. Ouais, Enfin, voilà, grosso modo. Et tout rentre en fait. En fait, il perd pas de temps à s'étaler sur une partie de l'histoire. C'est factuel, ça fonctionne super bien. On passe à la suite, et je trouve que du coup, ça donne un rythme super intéressant à cet épisode-là, mais à tous les épisodes en général. Et du coup, on va vraiment au centre de l'intention de l'histoire tout de suite. Et voilà, les voix sont quasi originales. J'ai pas regardé le cast partout, le voice cast. Si, elles sont originales. Quasi. Tout n'est pas repris. Il y a eu des Oui, mais, petits Il y en a qui sont trop chers, Ouais, qui sont ouais. pas revenus. Ouais, voilà. Manifestement. Mais là, ça fonctionne super bien. Bon, retrouver la voix de Peggy Carter, ça, c'était une demi-molle pour moi, hein, perso. Ah bah d'accord.
Non, mais attends, elle a une voix absolument merveilleuse. Je suis désolé, Je suis d'accord. J'écoute de l'ASMR avec elle quand elle veut, quoi. Genre, c'est ouf, quoi. Elle me parle. T'écoutes de l'ASMR d'elle ou avec elle t'écoutes de l'ASMR? Les deux. Les deux, d'accord. Non, mais en vrai, sa voix, elle est vraiment merveilleuse. Et du coup, voilà, ça fonctionne bien. Et donc ça a été. C'est le premier, c'est le plus simple. Je trouve qu'il fonctionne super bien. Ouais. J'ai adoré l'épisode avec les zombies, mais parce que zombies. Et voilà, quoi. D'accord. Et toi, Nivray, est-ce que t'en as un préféré? Je suis sûr que c'était l'agent Carter, mais... Alors, l'agent Carter, oui, j'ai adoré. Enfin, meilleur choix pour démarrer une série et pour faire acheter des Lego avec agent Carter. Enfin, franchement, Captain Carter, c'est juste la meilleure idée du monde. Non, il y en a un qui m'a beaucoup touché aussi, c'est celui avec Doctor Strange, où suite à l'accident, en fait, il perd sa compagne. Et en fait, au début, c'est pas hyper touchant, et puis en fait, la série, elle te transperce le cœur 1 milliard de fois. Et j'ai ressenti énormément d'émotion dans cet épisode et je m'y attendais pas trop. Et en fait, j'ai l'impression d'aimer encore plus Doctor Strange. Enfin, je sais pas. Il m'a fait ressentir plein de choses et j'étais hyper étonnée parce que j'attendais pas forcément ça d'un truc MCU. Pitch. Le pitch. Bah non, mais j'ai dit le pitch. Enfin, il y a... Sur le principe, sa compagne a perdu la vie lors de l'accident et il décide de tout faire et d'utiliser sa magie pour pouvoir la faire revenir. On sait très bien que c'est toujours une bonne chose de faire revenir les morts et de récupérer le maximum de magie en absorbant les pouvoirs de toutes les créatures de l'univers. Donc ouais, non, c'est un truc sur la folie et quelque chose de complètement... il est inarrêtable de toute façon de sa puissance et je sais pas, il y a quelque chose d'impressionnant et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et visuellement, il y a des scènes qui sont sublimes. Toutes les créatures qu'il affronte, le pouvoir qu'il prend, qu'il gagne, qui se transforme, c'est vraiment... impressionnant. Et effectivement, les épisodes sont pas tous égaux. Pareil, celui de T'Challa qui devient Star-Lord, je l'ai pas trouvé génial, mais il y a eu le petit truc il y avait la voix de Chadwick Boseman qui est sa vraie voix puisqu'il a enregistré avant son décès. Et je trouve ça m'a fait bizarre. Ouais, tu sais, il était encore là. Ouais, là, il y avait un truc. étrange, Et du coup, j'ai, je pense, plus apprécié l'épisode parce que pour moi, il restait un espèce d'hommage, tu vois. C'était genre, il restait encore un peu lui, tu vois, pour le MCU. Donc ça m'a fait un petit quelque chose. Et il y a aussi dans cet épisode, du coup, j'allais dire Mace Windu, mais c'est pas lui, comment il s'appelle Samuel Jackson Non, la voix de celui avec la flèche. Le père adoptif de Star-Lord. J'ai fait le bruit de la flèche, mais c'était pas terrible. Monsieur Bleu. Oui, j'ai vu son nom, mais j'ai pas en tête. Yondu, ouais, c'est ça. Ah oui, Yondu. Et c'est pareil, c'est un personnage moi qui m'a... J'étais dégoûté qu'il soit mort, et en fait de le revoir là, avec la voix caractéristique qu'il a. Ouais. Mais ouais, non, il y a des choses intéressantes. Celui où tous les Avengers n'ont pas eu le temps d'être des Avengers aussi. Il est surprenant. C'est genre l'épisode du fail. Enfin, c'était vraiment... Celui-là, je m'y attendais pas. C'est lequel, celui-là Celui où tu les Avengers le troisième, en fait, au moment où à chaque fois que tu vas voir un Avengers, en fait, il meurt. Genre Thor qui se prend une flèche. Oui. Ah putain, il était très bon celui-là. En fait, c'est tellement surprenant. Alors, tu comprends vite le concept et du coup, tu t'attends à la suite, mais c'est assez... Je sais pas, c'est très bizarre parce que tu revois les scènes des films. Alors oui, par contre, ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément dit, mais c'est vraiment genre 100% MCU. Donc, si t'as pas vu le film... T'as pas du tout la référence de l'épisode. Ah oui, ça s'adresse aux spectateurs des films. On prend quasiment scène par scène en fait. En même temps, c'est pas je crois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui reprochaient ça d'être trop collé au film. J'ai envie de dire, en même temps, c'est l'intérêt du What If. Oui. C'est de reprendre une trame qui existe, c'est de dire qu'est-ce que ça change à partir de là. Donc, si tu connais pas la trame de base, tu sais pas ce qu'il y a. L'intérêt est moi, je me perdu, serais plus attendu, tu vois, c'était ça dans le film, et tu genre une petite marche arrière, et en fait, c'est genre une dérivation qui soit plus claire. Ouais, mais là, c'est un bon parallèle dans le sens, c'est un parallèle, quoi, tout simplement. Donc, En fait, t'as pas la dérivation. Je pense que pour certaines personnes qui connaissent pas les films ou qui s'en souviennent pas, parce qu'il y en a certains qui sont vieux, tu vois. Ouais, bien sûr. Quand t'es sur le premier Iron Man pour Killmonger, par exemple, c'est vieux déjà. Killmonger est tellement bien, putain. Oui, tout ça, c'est vieux. Et dans celui-là, l'effet Chadwick Boseman, il est encore plus fort. Oh là là, il est encore plus fort parce que voilà. Et du coup, t'as la scène dans l'épisode où ça prend une dimension. Ça m'a parce que la vie rejoint la fiction. Bref, tu te prends des frissons de ouf dans cet épisode. Putain, je l'ai en regardant, j'ai pas du tout ça. Moi, ça m'a. Je l'ai pas tilté. J'étais moyen sur l'épisode, et puis tout d'un coup, c'est monté.
Parce que, parce que Ouais. pour d'un expliquer, coup, en fait, voilà, effectivement, dans l'épisode, il meurt, T'Challa meurt, il est vraiment tué, donc du coup, quand Ouais. Et il va le voir dans Killmonger prend la plante et va le voir effectivement dans les savanes infinies des Black Panthers, il le voit vraiment en tant que Ouais, mort. il est là. en tant que mort, et il Effectivement, lui ouais. parle. Ouais. Tout d'un coup, ça prenait une dimension Ouais. Putain, je l'avais de, pas, de ouais, c'est mise marrant, en ça m'a abîme pas dont on se touché, serait du bien tout, passé. c'est Moi, marrant. je m'attendais pas en plus cet épisode jusque-là, il me plaisait pas plus que ça. Ouais. Et tout d'un coup, il y a eu cet ça. je épisode, fais, putain. Ouais, Donc, c'est ouais, c'est celui-là que tu retiendrais parmi Non, les alors moi, sept, celui que j'aurais retenu, c'est celui de Doctor Strange que j'ai trouvé Ouais. absolument fou. C'est le seul que j'ai rematé exprès cet Ah après-midi. oui, d'accord. Tellement Mhm. il est d'une densité cet épisode. Il est tellement dense que tu as l'impression qu'il est plus long que les autres. Ah ouais, Mais ouais, non. ouais. Ouais, Mais il y a beaucoup de choses, mais il y a plusieurs phases. Il y a la Ouais. première phase un peu, j'ai envie de dire marmotte. Ouais, mais en fait, Voilà. c'est Oui, ce que bah j'ai oui. kiffé le plus dans cet épisode-là, c'est en fait c'est cette notion de t'as pas le choix, quoi qu'il arrive, c'est comme ça en fait. Mhm. Il essaye de la sauver, quoi qu'il fasse, ça foire. Ça foire à chaque Ça fois. foire, Ouais. ça foire. Et, du coup, ça m'a fait beaucoup penser au film de La Machine à voyager dans le temps, qui parle Ah oui. de ce principe-là et que je trouvais absolument merveilleux pour ça aussi. Quoi. Tu peux pas te battre contre ce qui doit arriver. Et il y a un épisode dans Lost aussi comme ça. Je vous l'ai dit ou pas? Non. Avec T'en as Charlie. parlé dans un autre podcast. Ah je crois. merde, du coup. Où du coup il doit mourir, mais du coup C'est ça. quoi qu'il arrive, il change le cours du destin, c'est trop bien. Et il peut pas changer le cours du destin, c'est trop bien. Voilà. Lost, vous l'avez vu ou pas? Non. Enfin, si, j'ai vu, mais je me rappelle Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Mon seul bémol sur la série, c'est parfois, mais c'est vraiment pour gratter, parfois au niveau des visages, je trouve qu'on Ça est dépend, un peu dans ouais. le... Comment ils appellent? C'est quoi le terme anglais là? Uncanny Valley. Ouais, de temps en Ouais. temps, Ouais. selon les épisodes. Ah ouais, j'ai pas trouvé. Mais par contre, le reste, l'animation, elle est dingue, et notamment, effectivement, les scènes d'action, que ce soit Captain Carter quand ils attaquent les avions, Ah putain. Ouais. ou Ouais. les même- bastons de magie dans Mhm. Doctor Strange. Ouais. Moi, j'ai rarement vu et kiffé autant des bastons de Mhm. magie à coups d'éclairs, de machin, etc. Donc voilà, pour moi, ça va. Les épisodes, ils vont de bof à justifier à lui tout seul l'existence de la série, comme l'épisode de Doctor Strange. Mais du coup, ton bof, c'est quoi? J'ai été déçu par les zombies, figure-toi. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai bien aimé. Un peu trop mais, facile, mais bon. Après, c'est des zombies, quoi. Et pourtant, tu parlais de scènes d'action, c'est quand même vachement bien retranscrit dans celui-là aussi. Putain, ouais, la scène dans le métro, elle est ouf, quoi. Ouais. Non, mais je sais pas, c'est dans la façon dont l'histoire était construite. Ouais, on est Mais c'est loin du surtout- vrai Marvel Zombie, en fait. Mais c'est mais celui qui m'a le moins plu, je crois qu'on se rejoint, c'est le T'Challa deuxième, Star-Lord. J'ai trouvé que plus il y a la un truc trop blague avec facile. Thanos, ça. Ouais, il y a des mecs qui ont essayé trop- d'expliquer pourquoi ça prenait, et en fait, on va dire, ah les gars, arrêtez, putain. Si Ouais. un seul mec pouvait convaincre Thanos que son truc c'est débile, enfin, Ouais. sérieusement, Après, c'est drôle. Ouais, en fait, il y a un côté très second degré Ouais. là-dedans qui. C'est trop humour gardien, quoi. C'est trop humour gardien. Oui, c'est trop humour gardien. Deuxième film. Oui, ouais. Parce que le premier, ça allait encore. Le deuxième, moi, j'ai toujours pas accroché. C'est perso. Ah, moi non plus. Non, moi C'était j'aime pas le 2. Mais du coup, ouais, J'aime. c'est ça. Mais et du coup, pour revenir sur le côté Marvel Zombie, j'ai regardé le Comedy Comics aujourd'hui, et en fait, je m'étais pas rendu compte que c'est Kirkman qui avait amené ça chez Marvel Zombie. Ouais. Enfin, c'est Millar qui a amené l'idée, mais c'est Kirkman qui a créé la série Marvel Zombie, ce qui prenait déjà tout son sens à l'époque. Voilà, Ce c'est pour mec le est dire. trop fort. Et est-ce que vous trouvez pas ça frustrant, vous, ce côté? En fait, il y a le démarrage. Bon, alors je sais que c'est l'exercice, mais par exemple, j'en ai regardé, je crois, 2 ou 3 d'affilée la dernière fois, et tu fais. En fait, t'as toujours cette frustration tout le temps. Alors, des fois, ça s'arrête un peu brutalement quand même. Enfin, j'ai l'impression Oui, que ouais. toutes les histoires ne se finissent pas de la même manière. Enfin, tu sais, t'as pas une vraie fin à chaque fois. Non, puis il y a à chaque fois un peu un gimmick de. Et en fait, ça va très mal se passer. Enfin, Et puis, tu sais, il y en a certains, bah, tu vois, Captain Carter, bah, en vrai, t'en as envie de plus. Mhm. Tu vois. Carrément. Bon, le T'Challa, on s'en fout un peu, tu vois, par exemple, mais le Captain Carter, bah, t'as fini, tu dis, bah, en fait, c'est un peu dommage. J'en voulais bien un peu plus. on veut la quoi. série Enfin, spin-off complète. C'est ça. On veut, En fait, il y en a certains où ça devient intéressant. Tu vois, Doctor Strange, pour moi, il n'y a pas besoin de suite. Où il se finit, il se finit en lui-même, tu vois, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, Captain Carter, mais je pense que c'est peut-être un des seuls en vrai. Ouais, j'étais en train de faire une Film, Le premier c'est Captain Carter, le deuxième c'est Les Gardiens avec ouais. T'Challa, le troisième c'est c'est le Doctor fail. Strange. Non, c'est s'il n'y avait pas de super-héros. C'est chaque fois qu'il y a C'est un le- Ah oui, nouvel c'est le Avenger, fail Ouais. de truc finalement qui se finit par lui-même, Ouais. qu'il ne peut pas avoir de suite, je veux dire. Doctor Strange, Strange, bon bah voilà. Strange, Les zombies. Les zombies. les zombies, Killmonger. Killmonger. et Killmonger. Et Bah, celui Killmonger, qui- on il pourra peut pas y avoir avoir de de suite. Et le Strange. 7 est Ouais. sympa. Moi j'ai trouvé sympa. Ouais. Il est un peu what the fuck, mais. Mais du coup, pour répondre à, moi, un jour, je connaissais un mec qui faisait, un artiste qui disait vaut mieux arrêter au bon moment. C'est-à-dire, vaut mieux que le public Oui. en Ouais, redemande bien sûr. plutôt qu'il soit saoulé. Et Donc, pas déçu par Et des pas déçu explications par comme par la fin, Oui, en fait, oui, du coup. bien sûr. Donc savoir que ça frustre, c'est que c'est, je trouve, bien calibré en fait sur les épisodes en disant ah j'aurais voulu un poil plus. Bah en fait c'est ce qu'il fallait donc.
Tu vois, les Star Wars Vision, par exemple, là j'ai regardé le premier, je voulais plus, mais en fait je me dis c'est exactement ce qu'il fallait. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple, l'épisode avec les Avengers, on a vraiment l'impression qu'il va y avoir une suite en fait. Bah, il peut y en avoir parce que des héros, il va y en avoir partout en foison, donc tu sais qu'ils pourront en recruter tout le temps. Ouais. Oui, mais, après potentiellement la deuxième saison, elle a déjà été annoncée et je pense qu'elle sortira avant qu'il y ait assez de films. Enfin, ou Mais je ils vont sais pas. pas- il y a Ils vont assez pas de faire films la suite, aujourd'hui ils vont faire des pour motifs, ouais. pouvoir. Ouais, non, c'est vrai qu'en vrai, faire- tu peux encore faire On on largement. peut tout taper. hein, ça. Ouais, Oui, c'est puis en vrai, vrai. tu peux prendre n'importe quel personnage séries et aussi. redériver sur un des persos. Oui, clairement. clairement. Et Parce c'est- qu'on ouais. on entend Ouais. parler, mais pour l'instant, dans des rumeurs comme quoi la série elle amènerait vers des Avengers du multiverse, quoi. Donc des différents Ouais. personnages, En fait, des différents depuis, épisodes qui seraient réunis dans ouais. une équipe. C'est un peu le thème. Hein, Mais de pour la phase 4. l'instant, il n'y a pas. Enfin, c'est-à-dire Non, pour mais l'instant, en il y a fait, un épisode, une histoire. on passe à- ça l'amène sur. Ouais, je sais pas. Et je sais pas si c'est une bonne idée en plus, mais Peut-être dans la saison Mhm. 2, en vrai, s'ils font un truc comme ça, quoi. Mais moi, c'est vraiment. Enfin, je dérive un tout petit peu, mais je trouve là, du coup, le format Disney Plus en général sur Marvel, sur MCU, je trouve que c'est trop bien, en fait. Ça me remplit mes journées de temps en temps sur un truc comme ça. C'est que les films sont cool, mais. Putain, savoir que WandaVision, ça a enchaîné avec Loki, qui fonctionne super bien en fait dans la démarche d'architecte du monde du MCU, qui donne du coup les what if parce que bah du coup le cercle du temps a été pété, qui donnera du coup d'autres choses. Enfin, je me dis putain, c'est vraiment. C'est bien. Moi, je foutu. salue vraiment le truc. Je sais que c'est beaucoup dit, mais putain, je trouve ça vraiment génial comme grande idée de base, quoi. Voilà, c'est tout. prochaine série, c'est Hawkeye. Hawkeye, ouais, Hawkeye. qui Ça a l'air arrive bien, en hein. fin novembre, là. La bande annonce, Ouais. elle est bien. hein. Ouais. Ça a l'air assez oufissime. Ok, ouais, elle a l'air exactement. pas mal. Non, Je suis moins Qu'est-ce que hypé. c'est- Je sais pas, j'ai vu le moins trailer hypé. 50 fois et. mais je trouve, arrêtez voilà, de faire Faut- ça. regarde Pourquoi pas vous les faites C'est ça, trailers, je le fais pas, regarde c'est pas YouTube le- qui me le propose Non, mais en permanence. vrai, le trailer, il vaut que dalle tout le Ah oui, temps, il en vaut fait. rien, il Ça vaut vaut Regarde pas rien. les trailers. Ça vaut rien. Regardez le truc qui dit comment faire des bons trailers, ça marche. C'est pareil. Mais non, c'est. Moi, je l'attends beaucoup, en fait. Je trouve que le peu que j'ai vu, en fait, me donne vraiment l'idée du Matt Fraction. Ouais, mais c'est ça, en de fait. la Le fait du qu'il y ait comics, Matt quoi. Fraction derrière. Ouais, non, mais enfin, je trouve qu'il y a C'est- vachement de. Enfin, ça relate vachement, en fait. Dans 2-3 trucs que tu vois visuels, tu fais OK, ça marche, quoi. Et, Ouais. et je trouve que c'est cool, justement, qu'on puisse mettre un peu le spot sur Hawkeye. Qu'il mérite en fait en tant que personnage, en tant que héros. Je trouve que c'est mal fait. Enfin, il est mal. L'acteur était mal casté. Non, arrête. Non, c'est Quoi dur. Non, si, bon, on va finir c'est là-dessus. dur. Oh non, c'est vrai. Bon, oui, moi je supporte pas, mais. Oh, C'est un avis perso. il y a pire, quoi. il a fait des trucs pires que ça. Hein. Hansel et vrai. Gretel. Un de ces Oh là là. Il a fait ça Il a fait Oui. Hansel et Gretel. Ouais, bah, Ouais. Chris Hemsworth, il a fait le chasseur. Donc, si Non tu veux, mais, bon, non mais tout le monde a ses casseroles, ça va. Ok, donc vous recommandez tous What If. Ah ouais, Oui, complètement. bien sûr. C'est ton petit. C'est ton dessin animé du dimanche matin, quoi. Tu vois, devant tes Exactement. céréales, tu regardes ça. C'est un peu ça, ouais. Petit dessin animé le Exactement. dimanche matin. Ouais, ouais. Excellent. Ouais. Autant Star Wars Vision, tu regardes ça le soir quand t'as envie de te défouler. Ça, c'est le dimanche matin, tranquille, quoi. Je vais regarder Ouais. ça ce soir. Je vous ai dit que c'était bien Star Wars Vision ou pas. Comment tu dis Star Wars Vision, vous l'avez vu ou pas? Parce que Non. franchement, Je si vous regarde l'avez ce pas soir. vu, regardez le premier. il est Ça n'a rien à voir avec oufissime. Lost, non Non, c'est Non, ça. Non, mais regardez Lost aussi, parce que c'est sur Disney+. Tout ça, c'est gratuit. Allez. c'est pas gratuit, c'est inclus. Ouais, Lost, on en reparlera en 8 € antenne, par mois. mais on comprend pas. Eh bien, merci pour ce hors les bulles. Si vous avez apprécié ce podcast, vous, pas vous trois, je sais que vous aimez ce podcast, mais les auditeurs, que vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez le faire en nous donnant un petit coup de pouce sur le Patreon. Le Patreon de notre collectif de podcasts qui s'appelle Vaisseau Hypersensas. On a beaucoup d'autres podcasts, je vous invite à les écouter. On a Whisperos, Le Défaussé, Kumité, C'est cool, c'est quoi, 20th Century Toys, etc. Mon Carnet, Cinécure, et j'en passe. T'as dit le j'ai tout dit, je Contrecast crois. Et le Contrecast, ah oui. Ouais, tu l'ajoutes à ta liste, hein. Pardon? Tu l'ajoutes à ta liste. Il faut que je update ma liste, effectivement. Ouais, écoutez, quand on regarde, dans le prochain épisode, je vous parle de Tales of, qui est sorti là sur PS5. Et voilà, ça tue. Je crois que t'avais parlé de Lost, en fait. J'aurais pu. Et bref, je continue sur le Patreon. En fait, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à payer en fait la location du studio dans laquelle on est, du nouveau matériel, des micros, etc. Bientôt, on l'espère, on n'arrête pas de le dire, on croise les doigts, d'aller en province. Putain, c'est tellement condescendant. En je suis désolé. région. En région, je m'en excuse, en région pour aller sur divers festivals ou enregistrer dans des super lieux, pourquoi pas au Mans comme on a cité tout à l'heure. Je voudrais remercier les patronautes, nos patronautes, comment dire, je sais plus. Nos préférés, nos nos favoris, nos préférés. nos chouchous. Ceux qui donnent le plus de... Ah ouais, c'est qui votre chouchou des patronautes?
Ah ouais, On c'est n'a dur. pas le droit de Ça le se dit dire. pas, hein, ça C'est se dit dur. pas. pas. C'est dur. Donc merci à Joanie, à Yakbar, à Alak, à Damien, David, Gwenolé, Lionel et Fanny, Matt, Perchak, Rekma et Vincent. Et, Régent. c'est la fin de l'émission. Et Régent, bien sûr. Merci à vous d'avoir Merci donné des Lionel. reviews si intéressants. Merci Fanny. Ah oui, tu fais pas le tour des chroniqueurs, merci. Oh. Au revoir. Ah, j'ai oublié. La fin. Bah Ah, j'ai ouais. plus l'habitude. La sympa. dernière fois que j'ai fait, je crois que c'est le 163, c'est pour ça. Sympa. Bah non, si, t'es pas obligé, t'es pas obligé. Bazef, bah C'est oui, quoi ton où est-ce qu'on te actu retrouve? C'est quoi ton actu? Eh ben, je sais pas, voilà, du coup, je suis troublé, je sais pas quoi te C'est dire. vrai? Ouais, non, retrouvez-moi derrière mon PC en train de regarder Lost et Star Wars Vision et de jouer à Magic Arena et de jouer à Tales of Arise et ça déroule, voilà. C'est vrai. C'est vrai, Et tu vas en parler dans le prochain Contrecast ça déroule. qui sort Mec, c'est fin trop fin ouf. octobre. C'est trop bien. Voilà. Faut pas manquer le rendez-vous. Et Jean, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, les Parisiens, vous pouvez me retrouver sur scène. Ah. Ouais, vas-y, dis-nous. Ah. Dans une pièce qui s'appelle Saccage, qui joue à la Manufacture des Abbesses. Excellent. Je jouerai diffusé quand, le 1er octobre Le 1er octobre, ouais. Non, C'est ça. oui, donc je joue le 10, 11, 12 octobre et le 17, 18, 19. Voilà, c'est une pièce politique où vous allez apprendre plein de trucs. Donc venez, voilà, toutes les Mais trop infos bien. sur la C'est Manufacture des Abbesses. Ah, merci. On ira. Livrae, on te retrouve où? Eh ben, toujours sur l'internet. Hein. Toujours. Écoute, de moins en moins, mais j'ai plus le temps, je comprends pas mes journées. Non, mais c'est dramatique, je sais pas où est passé le temps. C'est que là, j'ai une pile de livres qui est tellement grande que je pense qu'elle va finir par tomber. Et il est possible qu'on me retrouve enterré sous cette pile de bouquins Non, de mais dis retard. pas ça. Non, Bah non, mais parce c'est que tu seras pas incroyable. là, tu seras sorti. Peut-être. Bah Ah oui. Oh, mais Bah c'est oui, c'est ça, peut-être- parce que c'est plus peut-être tu ça, sors, le destin. plus. Bah oui. Ouais. Je monte ma pile et comme ça, je m'enfuis pour pas qu'elle me tombe Ouais. dessus. Mais le problème, c'est. Non, mais je vais prendre du temps. Il faut que je me souvienne comment on fait. C'est incroyable. souvienne Faut que je me comment on souvienne fait. comment on prend du temps. Pour lire. Bah, dans les transports. Non, mais les gens Ça, avant ça me m'admiraient saoule. en me disant Hélène, comment tu fais? T'as 48 heures dans ta journée, tu fais plein de choses. Et ben, je me souviens plus. Voilà, donc j'essaye D'accord. de retrouver le tuto. Ok. Et j'espère qu'on va tous vous retrouver, tout le monde, sur Discord. Voilà, vous dites ce que vous avez pensé de l'émission, etc. Puis vous faites des jeux de mots, c'est rigolo, vous verrez. Les gens sont gentils, mignons, chaleureux et tout. Et voilà. Bah, merci à vous. Merci à Bonne toi. soirée. Au revoir. Putain, c'est court. Bye Bye. C'est court. Oh là là, On le- incroyable l'émission courte. Non, L'émission elle est pas courte, courte. bah non. Combien de temps, je suis pas Non, sûr. elle est pas courte. Je crois qu'elle est à 1h40, un truc comme ça. On a Oh, fait ça. 2h30 Tout à fait. la semaine Avec dernière. 2h30, Ouais. qui fait ça, sérieusement? Bah, la dernière, Ouais. c'était 2h30. Pourquoi? Mais c'était la rentrée, on avait trop de Ah choses oui. à se dire. Mais c'est ça l'avantage, tu vois, d'être host et monteur en même temps. C'est Oh là là. que tu t'as pas envie de t'infliger trop de On souffrance. voulait plus s'arrêter. On est sorti, il n'y a plus de métro, il n'y a plus rien, c'était la fin du monde. Pourquoi? Pourquoi ça Alors, heureusement que j'ai passé Non, mais je Rosala. sais pas. C'était incroyable. On Allez, voulait- promis, la prochaine fois, quand c'est Adrien Ah. qui monte, on fait une émission de 2h30, Ah, 3h. ok, Ah, ça voilà. marche. La prochaine, du coup. Ouais, la prochaine, ouais. La prochaine, je suis dedans? Non, je suis pas dedans. Je Je fais sais l'après, pas. je crois. Je crois qu'on l'a pas, T'as on la l'a pas bouche préparé. pleine. Non, je suis en train de manger ma bain. Ah, c'est ça. Mais non, je crois que la prochaine sera pour mon. Ah oui, elle sort pour mon anniversaire. c'est Exact, Oui, c'est ça, j'ai l'anniversaire. c'est ça. Ouais. Ah, Donc c'est toi ça. qui anime. Ah oui, c'est toi qui Non, anime. je suis pas dedans. Si, je suis dedans, mais je c'était peux Je suis dedans. dedans. Bien Je sûr, vais pas je suis animer dedans. ça. On sait.